Bonjour tout le monde et bienvenue sur le bar à prompt. Je suis Gauthier et aujourd'hui j'ai un invité prestigieux, un invité qu'on ne présente plus. Salut Renaud. Salut Gauthier. Ok, alors on va parler aujourd'hui d'intelligence artificielle dans un cadre un peu spécifique, pas forcément joyeux, mais le cadre de la guerre, du conflit armé, bref, comment l'intelligence artificielle risque de changer les conflits armés et donc interviewer quelqu'un qui a de l'expérience de terrain, c'est intéressant dans ce domaine-là. Renaud, est-ce que tu peux juste nous rappeler un peu ton expérience, toi, sur ce qui est conflit armé, opérations militaires et ainsi de suite? Moi, je suis rentré dans l'armée en 2009. J'ai fait 5 ans et demi d'armée. J'ai fait l'Afghanistan. Je me suis promené au Liban. J'ai fait la Nouvelle-Calédonie. Je me suis promené à droite à gauche. J'ai fait 4 fois l'Afrique. Et puis voilà. Oui, donc ça fait quand même un bagage. J'imagine que du coup, tu as tiré sur des gens et que tu t'es fait tirer dessus. Forcément. Voilà. En Afghanistan et en Afrique. Donc Centrafrique et Mali. La Côte d'Ivoire et la Djibouti, je me suis pas fait tirer dessus. Et malheureusement, j'ai pu tirer sur personne. Alors, ça nous amène du coup à une question importante. Là, on constate maintenant que les drones font partie intégrante des conflits armés modernes. C'était pas encore le cas il y a même 6, 7 ans, mais là, bon, on voit qu'en Ukraine, c'est quelque chose d'assez fréquent. On voit que les champs de bataille sont infestés de câbles de fibre optique. On voit que des gamers qui font 45 kilos avec des physiques d'homme soja, finalement, font de bons guerriers quand il s'agit de piloter des drones en buvant un thé matcha. Bref, ça devient une composante intégrale du conflit armé. Euh, et alors, la première question qui vient à l'esprit, c'est quel est le changement pour les gens de l'infanterie, pour l'armée de terre, voilà, et pour les gens qui sont sur le terrain directement. Alors oui, c'est très récent parce que en fait, on les a vraiment vus arriver sur les champs de bataille. C'était en 2010, donc c'était les rebelles en Irak qui s'en servaient, et l'armée irakienne a vite récupéré le système parce que c'était bien cool. Mais c'était en Arabistan, donc tout le monde s'en battait les couilles. Ensuite, ça a été beaucoup utilisé en Ukraine en 2014, mais l'Ukraine en 2014, tout le monde s'en battait les couilles. Donc, et c'était encore à des niveaux assez faibles, mais vraiment il y a beaucoup de personnes qui ont découvert qu'il y avait vraiment la guerre en Ukraine en 2014. Hein. Donc, toi, pour dire à quel point tout le monde s'en fout. Non, c'est vraiment 2022, comme tu dis, où ça s'est vraiment vu. Et ça s'est vraiment vu parce que les Ukrainiens avaient déjà une expérience sur les drones. Donc, ils ont pu repousser les Russes qui, eux, ne s'y attendaient absolument pas. Les Russes ont donc dû fabriquer leurs propres drones et envoyer les leurs pour essayer de compenser. Mais oui, pour ta question, ça change tout. En fait, pour l'armée régulière, l'armée française a découvert que c'était fini. Le, le- le- la, la façon dont on combattait jusqu'à maintenant, c'est fini. Et maintenant, c'est l'ère des drones. Donc, ils ont attendu, ils ont été très rapides pour l'armée française. Ils ont attendu à peu près un an pour commencer à ouvrir des écoles de drones. Il y avait déjà des mini-drones qui existaient, là, les tout petits modèles à la con, et les très Juste une gros drones qui question, marchaient quand tu pas. dis très rapide, c'est cynique ou c'est vraiment Oui, très oui, c'est rapide? cynique, c'est Ah cynique. Hein, d'accord, oui. ah oui, oui, c'est complètement cynique. Hein. Je t'aime parce que... L'armée américaine, 3 semaines plus tard, ils avaient déjà lancé leurs écoles de drones. La Pologne, ils ont mis 2 heures pour lancer leur machin. Non, non, c'était extrêmement rapide pour tous les pays du monde. C'est complètement cynique de dire qu'il a fallu un an pour l'armée française Ok. pour enfin se rendre compte que... Non, non, Oui, voilà, oui, mais donc... déjà, un an, c'est pile la durée où c'est assez lent pour être bizarrement, pourquoi c'est rapide, mais en même temps, pour le gouvernement français, un an, c'est pas mal comme inertie. Bon, c'est pardon, je ça. t'avais coupé, continue. Non, il a fallu à peu près un peu plus d'un an. C'était, je crois, été 2023 où ils ont lancé leur école de drones. Avant ça, ils avaient des tout petits drones là qui mettaient dans des grosses ceintures là, qui existent encore, qu'ils utilisent encore. Et il y avait les gros drones complètement pourris qu'on n'utilisait absolument jamais. On n'utilisait que les modèles américains. On utilisait les modèles américains parce que les modèles français ne marchaient pas. Il y avait des problèmes avec le vent. Enfin, c'était une vraie saloperie. Et, Donc là, on se retrouve avec des unités complètes qui peuvent potentiellement faire tout ce que les armées spécialisées faisaient avant ça. Pas tout, faut pas déconner, mais une très très grosse majorité. Tout ce qui était renseignement, tout ce qui était destruction à très longue distance, enfin, tout ce qui est vraiment réservé normalement à des spécialités un peu badass. Là, tu te rends compte qu'exactement comme je disais tout à l'heure, qu'un homme soja de 45 ans peut faire le boulot avec sa petite manette à la con. donc ça veut dire que ça, en pratique, ça fait pas tout, mais ça peut remplacer un sniper, un char d'assaut, un agent du renseignement, et puis un petit satellite, et tout ça Voilà. dans un seul drone, quoi. C'est ça l'idée.
Oui, alors en renseignement, ça fait une partie du taf, mais ça fait pas tout. Tout ce qui est UMINT, que tu connais peut-être, ça fait pas le taf. Tout ce qui est, voilà, il y a quand même du renseignement que le drone ne fera pas, mais ça mâche quand même bien le travail. Juste pour la culture, est-ce que tu peux nous vulgariser ce que c'est que le UMINT? Oui, c'est le renseignement humain. En fait, tu chopes un mec, tu lui demandes très poliment, dans le respect des conventions de Genève, ce que tu as besoin de savoir, et après, éventuellement, tu le relâches. Voilà, c'est le renseignement. Mais c'est pas que ça, hein, j'ai pas mal de livres justement qui expliquent le renseignement. La moitié des services de renseignement français, je veux dire, ils vont voir les mecs à la popote, tu vois, ils leur payent des coups à boire, ils font copain-copain avec eux, et quand ils sont complètement torchés, ils leur demandent toutes les questions qu'ils ont besoin de savoir, ils les ont comme ça. Je vois, Donc je voilà, c'est vois. le renseignement humain de manière générale, que ce soit avec des fils électriques sur les testicules, soit avec des coups à boire. Mais voilà, c'est ça le humain, c'est le renseignement humain. Ok, ok, oui, c'est l'étude du vieux professeur. J'ai réussi à prouver scientifiquement que les coups redonnent la mémoire. Bon, ok. Alors du coup, ça nous amène à une question parce que je vois souvent sur ton Telegram et puis sur le Telegram de plein de gens qui partagent comme ça des vidéos de conflits armés, bah, des niveaux de réflexes hallucinants où on voit un soldat d'un camp, soit russe, soit ukrainien, qui évite de justesse un drone suicide. Parfois, il tire dans le drone et ça suffit pas. Quel est le genre de technologie déjà que ces drones utilisent? Est-ce que par exemple des insurgés d'un pays du tiers-monde pourraient lutter contre une armée d'occupation avec des drones Alibaba bien pourris et un peu modifiés, ou est-ce que c'est des drones avec un équipement un peu plus matériaux nobles, électronique de pointe, etc. Ou entre les deux? Non, non, encore une fois, les rebelles s'en servent de drones depuis 2010, avec des merdes qu'ils achetaient cher à l'époque, mais qui aujourd'hui valent plus rien. Donc non, non, ce que font les rebelles, pour l'instant, c'est du renseignement et du largage. Ils n'ont pas des technologies, à ce que j'ai vu, en tout cas pour l'instant, pas des technologies extrêmement balèzes. Ce que j'ai vu de Gaza, pour l'instant, ils n'ont rien du tout. Parce qu'il y a d'autres pays, par exemple la Libye, il y a des embargos dessus, donc forcément tout ce qui est drone, tout ça, tu peux pas en avoir. Et pour les bricoler, c'est possible, mais ça reste compliqué. Et c'est surtout, enfin, c'est compliqué pour eux, non, parce qu'ils ont le temps et c'est leur domaine. Non, c'est compliqué surtout d'avoir de la production en masse. Voilà, donc soit ils achètent des drones civils et ensuite ils les militarisent, mais dans ce cas-là, il faut reprendre tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est programme pour empêcher justement les systèmes anti-drones de les brouiller, parce que bah, du coup, c'est finalement assez simple de brouiller un drone qui n'a pas été modifié. Euh, et ensuite, il faut réussir à lui mettre un système soit de largage, soit qui va se suicider. Alors c'est intéressant d'ailleurs, là j'étais à Moscou avec ma femme en septembre là, 2024, il n'y a même pas un an, enfin si, il y a pile un an, voilà, il y a juste un an, l'année dernière, et en fait bon, Yandex comme Google Maps étaient brouillés à Moscou parce que bah, à cause des attaques de drones, en fait, il y avait un problème. Il fallait pas que les drones puissent s'orienter. Pour je ne sais quelle raison, les robots Yandex Go qui marchaient au sol, eux, arrivaient à s'orienter. J'imagine qu'ils avaient des caméras, mais ça nous amène donc à la question de l'intelligence artificielle. On a maintenant des drones qui sont nettement plus performants que les humains en termes de pilotage. Euh, Est-ce que toi, tu as déjà eu vent de ce genre d'usage maintenant, ou est-ce qu'on est toujours au recrutement de pilotes autonomes pour l'instant? Pour quelles raisons? Est-ce que c'est parce que c'est pas encore passé dans les mentalités? Est-ce que c'est une histoire de budget ou de technique? Non, c'est une technologie. Tout ce qui est budget, si, ils l'ont, parce que là, justement, toutes les armées s'équipent à mort parce qu'ils savent qu'il va y avoir des conflits armés. Tout le monde le sait. Non, les technologies ont encore beaucoup de mal. Donc là, les technologies IA, ça fait 5 ans que ça se fait. Mais par contre, les technologies drones, vraiment, les mecs sont à fond dessus depuis 2 ans. Mais par contre, allier l'IA avec les drones, c'est encore un peu compliqué. Pour l'instant, c'est juste ça. Après, pour le public, ça va poser problème, mais depuis quand les États en ont quelque chose à foutre de ce que pense le public, je ne sais pas. Parce que le truc, c'est que le public pense encore que les militaires, les policiers, tout ça, ils ont une réflexion, ils vont avoir l'intelligence de l'analyse de la situation et ils vont tirer au pas. Ça marche pour les flics, mais pas pour les militaires. Ça va arranger, donc ça va être l'inverse en fait, parce que les gens pensent que les militaires, ils vont avoir l'intelligence de la situation et donc ils tireront ou pas. Mais c'est l'inverse, ce seront les intelligences artificielles qui, eux,
par des capteurs, sûrement comme aux USA, les militaires, en fait, ils ont des capteurs sur eux pour être repérés par le matériel d'observation allié, et comme ça, les alliés savent si c'est des alliés ou pas. Et ça, les IA, justement, pourront voir très facilement qui est allié de qui ne l'est pas, et tirer sur qui est allié de qui ne l'est pas. Oui, donc en fait, l'IA, un peu comme pour la voiture autonome, l'IA va faire moins de bavures, elle sera jamais fatiguée, elle va pas avoir de moment de perte de vigilance parce qu'elle a pas dormi depuis 15 jours C'est et ça. qu'elle est en traumatisme. Ok. Le problème avec l'IA que les civils ont dans la tête, c'est que une IA, il verra quelqu'un qui n'a rien à foutre là et qui n'a pas de balise pour dire que c'est un allié, il va tirer, et que ce soit un civil ou pas. Et les gens pensent qu'un militaire, il verra un civil, il va pas tirer, on doute. Ce qui est complètement con. Un militaire sur le terrain, c'est pas comme un flic, hein. Il n'a pas le luxe de réfléchir pendant 15 minutes si le mec va lui tirer dessus ou pas. Donc non, non, l'IA fera beaucoup moins de bavures que les militaires. Mais ça, les civils vont avoir beaucoup de mal à l'intégrer. Ah, c'est passionnant. Je pensais pas du tout qu'on irait par là. Je trouve ça génial. Mais oui, c'est vrai qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui ont l'image du soldat qui est un guerrier philosophe qui va peser le pour et le contre éthiquement, alors qu'en fait, Alors, il a alors trop. ça, c'est une image occidentale. Parce qu'en Occident, on a le luxe, on a le confort de se dire, on va essayer d'être gentil avec les militaires. Regarde, le militaire, il vient de jeter son arme. Il vient de tuer 3 de tes potes, mais il vient de jeter son arme. Donc, on va le capturer gentiment. On va lui mettre des menottes avec de la mousse dessus pour pas qu'il se blesse. Et ensuite, on va gentiment le mettre dans une prison 5 étoiles. C'est complètement faux. Les militaires sur place, que ce soit des civils ou des militaires qui sont en face, c'est boucherie pour tout le monde. Oui, Il oui. n'y a pas de, voilà, il y a pas ce luxe, il n'y a pas ce confort que les Occidentaux ont avec les flics. Non, ça marche pas comme ça. Ouais, c'est passionnant. Ah oui, et donc ça veut dire en fait que quelque part l'image que les gens ont de l'intelligence artificielle qui ne prendrait plus de décisions éthiques est quand même vachement biaisée aussi. Enfin, tu sais, en psychologie, il y a des gens qui parlent de système 1 et de système 2. En gros, une boucle très rapide que tu utilises quand tu es vraiment sous pression et que tu as une demi-seconde pour réagir, puis le moment où tu pèses les implications éthiques. Mais en fait, de toute façon, à la limite, une IA pèsera les implications éthiques beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement que ce qu'un humain sous stress peut faire en une Exactement. demi-seconde. Ouais. Et Exactement, exactement. j'avais Il y a vu. Vas-y, vas-y, pardon. Non, non, vas-y, finis. J'avais vu une interview d'un gars qui s'appelait Maxime Fourne de l'association Posia. Alors, leur parti pris à eux, c'est qu'il faut vraiment stopper la recherche sur l'intelligence artificielle pour des raisons d'évolution. Eux, ils sont persuadés qu'on aura une IA consciente, peut-être même dans la décennie, mais il y a une chance sur 3 qu'on l'ait dans l'année. J'y crois assez peu parce que la dernière fois que je l'ai entendu dire ça, c'était en mars, on est déjà en septembre, il va falloir que l'IA se grouille pour être consciente là. Mais il y a quand même des choses intéressantes. Alors, dans une anecdote, il sortait qu'il y a déjà des drones, par exemple, en Israël, pilotés par IA, qui n'ont pas de problème à cartonner des civils. Est-ce que ça veut dire, bon, déjà, un, est-ce que c'est vérifiable? Et deux, est-ce que ça veut dire que c'est un problème d'éthique ou est-ce que c'est simplement que ça montre que les pays qui n'ont pas grand-chose, qui n'accordent guère de valeur à la vie humaine en face, auront entraîné une IA en disant non, non, vas-y, tape dans le tas. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors déjà, à Gaza, ils considèrent, mais, pas forcément à tort, qu'il n'y a pas de civil. Chaque civil est un militaire qui n'a pas d'armes. Oui, parce que moi, je trouve que c'est juste aussi, hein. C'est vrai parce qu'ils sont entraînés dès leur naissance à haïr l'Occident. Ils nous haïssent à un niveau où vous imaginez même pas. Donc pour eux, un civil qui n'a pas d'armes, c'est juste un combattant désarmé. Donc pour Israël, c'est boucherie pour tout le monde. Ils les incitent à se barrer, à venir donc en Occident pour pouvoir fuir et leur laisser place nette. Et à partir du moment où ils ne fuient pas, ils considèrent que ce sont des ennemis. C'est pas une. Les gens pensent que c'est crime de guerre, etc. Les gens ne savent même pas ce que ça veut dire un crime de guerre, que c'est un crime de guerre, etc. C'est complètement faux parce que ça s'est toujours fait en fait. Ça s'est toujours fait. Mais je te dis ça, il y a 2000 ans, ça se faisait aussi. On incitait les gens à se barrer et quand ils étaient barrés, ils cramaient le village. Voilà. Pour revenir sur Grozny, qui est quand même un conflit extrêmement important en termes de rétex, les Russes ont fait ça. Ils ont incité les gens à se barrer. Et à partir du moment où les civils n'ont pas quitté la ville, ils considéraient que c'était des combattants. Et donc, du coup, ça a été boucherie pour tout le monde. Ça s'est toujours fait. Et que Israël fasse ça, et on dit, oui, ils n'ont pas de considération pour les civils, non.
Ils considèrent qu'à partir du moment où tu as donné un ultimatum, on va raser la ville, vous restez sur place, vous êtes des combattants. Ça a toujours été ça, ça a toujours été le cas, et du coup, que les IA considèrent que chaque civil est un combattant, c'est normal, c'est une doctrine normale de la guerre. Donc pour l'instant, j'ai pas de problème avec ça. Ouais, c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi que donc, quand on voit des vidéos de CQB et les choses que tu enseignes toi sur le combat urbain ou la prise de bâtiments, quand tu fais des stages d'airsoft, qu'on voit tes retours sur ta chaîne, on voit que beaucoup de corps d'armée, en fait, quand ils rentrent dans la pièce, s'ils sont dans une zone hostile, ils vont par défaut vider un chargeur en diagonale dans la pièce, par Ah défaut, oui, quoi. alors ça, c'est par rapport à la situation. En gros, tu as trois types de combats. Tu as la situation calme, donc basse intensité, comme on dit, moyenne intensité et haute intensité. Le fait de tirer dans la pièce comme un Mongol, ce qu'on appelle communément le tir préventif, ça, c'est uniquement pour le haute intensité. S'il y a des civils ou des otages, normalement, on considère que c'est du moyenne intensité. Et si il n'y a pas d'ennemis sur place ou très peu d'ennemis sur place et que c'est surtout donc du maintien de l'ordre en mode Afghanistan, Irak et tout, une fois que la ville était prise, là, dans ce cas-là, c'est du basse intensité. Évidemment, on ne rentre pas dans la pièce en défouraillant comme un Mongol. Voilà. Attention, hein, attention, hein, soyons inclusifs. Mongol, c'est quand même, enfin, je veux dire, les habitants de la Mongolie utilisent un protocole. Pardon. Non, tu parlais des autres Mongols. Bon, bah, là, ça y est, ce podcast va être censuré sur YouTube. Alors, non, mais ça nous amène à un truc intéressant. Donc, du coup, tu parles de crime de guerre. Est-ce que tu pourrais simplement définir la notion de crime de guerre pour qu'on sache bien de quoi on parle? Bien sûr, parce que les gens pensent qu'à partir du moment où tu tues quelqu'un au combat, c'est un crime de guerre. Il y a un civil qui s'est pris une balle dans le pied, tiens, c'est un crime de guerre ou n'importe où. Non, un crime de guerre, c'est juste tuer des gens à l'encontre des conventions internationales. Voilà, donc tu as les conventions internationales de La Haye, d'Ottawa, de Genève pour les plus connus, tu en as plein. Et à partir du moment où tu fais une action qui va à l'encontre des conventions internationales de la guerre, là, dans ce cas-là, c'est un crime de guerre. Mais détruire un bâtiment qui est bourré de djihadistes, c'est pas un crime de guerre. Buter une dizaine de personnes qui te tirent dessus, c'est pas un crime de guerre. Voilà, balancer des grenades dans tous les sens, c'est pas un crime de guerre. Tuer trois civils parce que tu as bombardé une école et malheureusement les djihadistes se planquaient dans cette école, c'est pas un crime de guerre. À partir du moment où tu fais quelque chose qui est autorisé par les conventions internationales, même si ça a l'air méchant, parce qu'en France, on a le confort et le luxe d'avoir de l'empathie pour ceux qui nous haïssent, ce n'est pas un crime de guerre. Crime de guerre, c'est ça. C'est beaucoup plus précis que ça en a l'air. C'est comme pour terroriste. Hein. Chaque fois qu'un mec utilise une bombe, on appelle ça un terroriste. C'est faux. Pareil, terroriste, c'est un truc bien précis. Oui, en gros, un terroriste, c'est quelqu'un qui pose une bombe, mais parce qu'il espère un rebattage des cartes en faisant peur et un rebattage politique. Enfin, il y a une logique derrière. Ouais, Ah non, mais vas-y, bah, si t'as non, non, après, terroriste, c'est dans un conflit non militaire, donc c'est encore autre chose. Ah oui, d'accord. Oui, donc c'est pas une attaque terroriste si s'il y a une attaque, par exemple, ukrainienne sur la Russie ou vice versa. Là, on m'a balancé. J'avais fait une bombe sur l'Algérie. Pardon, une bombe. J'avais fait une vidéo sur l'Algérie où je parlais donc d'un Algérien que les militaires français voulaient absolument buter. Et ce qu'ils ont fait, c'est que ils ont fait croire qu'ils avaient perdu. Donc l'Algérien s'appelait Ben Boulaïd. Les Français ont fait croire qu'ils avaient perdu une bombe. Lui, il a récupéré la. Pardon, j'ai y arrivé, putain de merde. Il va falloir couper son montage. Hein. Les Français ont fait croire qu'ils avaient perdu une radio. Donc Ben Boulaïd et sa compagnie, ils ont récupéré la radio et qu'on l'a branché. En réalité, c'est une bombe. Et ça, énormément d'Algériens m'ont dit ouais, c'est des terroristes, extrême droite, terroristes. Ben, je veux dire, à partir du moment où tu utilises une tactique qui demande plus de 80 QI, pour eux, c'est une attaque terroriste. C'est complètement con. Non, l'attaque terroriste, là, c'était un piège qui a réussi à buter un chef de guerre, donc Ben Boulaïd. Et ça n'a rien à voir avec du terrorisme. Mais les gens me répètent en boucle que c'est une attaque terroriste. Tout ça pour dire que les gens ne connaissent pas la définition du terrorisme, des crimes de guerre, de tous ces trucs-là. Parce que, bon, bah, ce sont des choses qui se sont perdues. Oui, ça se fait hors zone de guerre avec l'espoir de déclencher quelque chose, mais c'est hors zone de guerre, quoi. Voilà, surtout que Ben Boulaïd, c'était. Voilà, je crois que c'est à partir du moment où c'est une tactique qui est un minimum réfléchie, qui demande un certain nombre de points de QI. À partir de ce moment-là, eux, ils considèrent que c'est une attaque terroriste parce que les méchants français, ils ont tué le gentil chef de guerre. Mais donc du coup, parce que alors moi ça je connaissais pas cette histoire, mais j'ai vu ce genre d'anecdote avec la boîte israélienne qui a racheté une entreprise qui ne fournissait que des beepers,
des pagers et qui les a piégés pour que la batterie explose. Et bon, ça a été une hécatombe sacrément chirurgicale. Et en plus, bon, c'est un peu un cliché du coup venant de l'armée d'Israël, mais ils ont quand même réussi à faire un profit en revendant les pagers en plus. Alors, ce n'est absolument pas une attaque terroriste, ce truc-là, et c'était extrêmement bien joué. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Cette tactique était vraiment incroyable. C'est génial. Bien sûr, c'est machiavélique. Mais alors, du coup, ça nous amène à une question. Maintenant qu'on a défini un peu notre contexte de crime de guerre, alors, est-ce que toi, tu as des choses qui te viennent en tête? Comment ça prendrait, de quelle forme ça prendrait un crime de guerre impliquant de l'IA? Que ce soit de l'IA qui fait de l'analyse, qui fait des projections, que ce soit de l'IA qui cible pas la bonne personne, que ce soit de l'IA tu vois, en tout cas une IA décisionnelle, parce qu'en gros il y a grosso modo déjà des débats entre les gens qui sont pour les IA décisionnelles et des gens qui sont farouchement opposés aux IA décisionnelles. C'est marrant parce qu'en début de conversation j'étais plutôt sacrément contre les IA décisionnelles au niveau de la guerre, et là tu viens de me botter le cul déjà en modifiant ma croyance où je me dis ah bah oui, enfin, c'est comme une voiture autonome. C'est pas moi qui ai la responsabilité, mais n'empêche que factuellement, elle fait moins d'erreurs que moi. Donc comment on pourrait imaginer, du coup, un crime de guerre qui implique de l'IA? Ce serait quel cas d'usage, par exemple? Je sais pas, une IA qui considère que dans tel village, c'est que des terroristes, et en réalité, il y avait personne. Ils détruisent le village et en fait, il y avait personne. Enfin, je sais pas. Pour moi, il y a quand même assez peu de risques, hein. Moi, le fait d'inclure de l'IA dans la tactique, dans tous les domaines, hein, pas que dans les drones, moi, je suis totalement pour, hein. Il n'y a aucun problème avec ça. Je considère vraiment que l'IA feront de bien meilleurs généraux que les généraux qu'on a en France, et pourtant on a de très très bons généraux français. Ça, je critique beaucoup l'armée, mais les généraux français, je ne les critique pas parce que je sais que d'un point de vue purement stratégie, tactique et tout, on a d'excellents généraux, et malgré ça, je pense que l'IA feront de bien meilleurs généraux que ce qu'on a en France. Pareil pour les décisions, pareil pour les tirs, pareil pour beaucoup de choses. On a déjà vu les drones avec des mecs derrière qui pilotaient, qui faisaient de bien meilleurs tireurs d'élite que les tireurs d'élite, de meilleurs services de renseignement que les services de renseignement, de meilleurs mortiers que les mortiers, etc. Donc, et pourtant, il y a des mecs derrière. Si tu commences à retirer les mecs derrière et donc tu as la possibilité d'en mettre 10, 15, 20 fois plus, là, tu peux faire vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Parce que le gros problème de l'armée française, c'est qu'on peut avoir des drones, hein, parce qu'on a vu que les militaires français, ce qui est une excellente chose, plutôt que de fournir des drones en masse dans tous les régiments récupèrent des salles avec des imprimantes 3D. Et tous les putains de jours actuellement, là, dans tous les régiments en France, tu as des imprimantes 3D qui tournent à bloc pour fabriquer les carcasses, les hélices et tous les machins. Et tu as des petits Chinois, là, des militaires français en mode petits Chinois, qui assemblent des drones en 3D comme ça. Ils en ont des salles complètes. Et là-dedans, tu rajoutes le moteur, tu rajoutes l'explosif et tout. Et tu as ton drone suicide, ou ton drone de largage, ou ton drone d'observation, etc. Et ça, c'est vraiment pas con. Mais le problème avec ça, c'est qu'il faut un pilote derrière chaque drone. J'ai un ami là qui est dans l'armée, là, il me raconte que lui, avec un de ses amis, ils ont été faire une formation de 2 semaines pour l'interception des drones. D'accord? Il me dit, devine, ils sont combien dans le régiment à faire du drone? Combien il y a de dronistes dans le régiment? Il me dit ça. Je sais pas, hein, ce régiment, il fait je sais plus, 1500 personnes, il est dans un gros régiment. Je lui dirais, je sais pas, je lui dis 300 personnes. Il me dit, t'es fou ou quoi? Pour l'interception des drones, ils sont deux. De quoi? 200? Non, non, deux. Ils sont deux. D'accord. Et pour le pilotage de drone, ils sont combien? On est trois. Il y a trois bonhommes. Trois bonhommes qui sont censés former tous les autres. Sauf que la formation, ça se fait pas comme ça. Parce que moi, j'ai commencé à faire du drone là. Je sais pas si je l'avais déjà quand tu étais venu faire le stage chez moi, mais je suis à fond sur les drones. Là, je suis en train de me faire un parcours de drone sur mon terrain d'entraînement. C'est un gros truc de mongol. Je sais pas comment le drone va faire pour tenir plus de 3 jours encore si je continue comme ça. Je l'ai défoncé, c'est un truc de fou. Un droniste professionnel ukrainien, c'est 6 mois de formation. Ben, ça me rappelle un truc où je voyais des mecs formés en Afghanistan par l'armée française à une époque. Waouh, ah bah voilà, un petit truc. Didier Avata 2. On est en train de le mettre sur attaque, c'est un truc de mongol. Ah bah, génial. Mais ouais, ça me rappelle un truc que j'avais vu en Afghanistan comme ça, où on voyait un mec de l'armée française, un artilleur qui formait en fait des Afghans. Et bon, il disait, bah là, ça fait 2 semaines qu'ils sont en formation. Bon là,
ils se trompent quand même d'1 kilomètre quand ils envoient, enfin quand ils tirent, ils sont de mieux en mieux, mais ils seront pas prêts pour le conflit. Mais bon, c'est mieux de les avoir que de pas les avoir. Et typiquement, une IA n'a pas besoin d'être entraînée. Le réseau de neurones doit être entraîné avec des données d'échantillonnage. Et pour le coup, arriver à toucher une cible correctement, c'est des données très très faciles à obtenir. On n'est pas du tout sur un niveau de complexité style ChatGPT. Ça, c'est des IA qui étaient déjà en fait tout à fait opérationnels dans les années 80. Et le traitement du signal avec les voitures autonomes a beaucoup évolué. C'est ça qui manquait. Et puis quelques autres, je vulgarise, mais du coup. Ça nous amène à une question. Si une IA se met dans l'avenir à remplacer beaucoup d'opérateurs, on va avoir en fait, les drones vont être la guerre principale, ou alors les chiens robots, enfin, il va y avoir plein de robots qui se battent, et quelques humains qui sont là pour regarder et faire les figurants, en fait, si je comprends bien. Non, 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 il va quand même falloir des militaires pour entrer dans les pièces et tirer des balles dans la tête des gens, c'est sûr et certain. Ça remplacera pas, il faudra quand même de l'infanterie. Non, mais par contre, pour revenir sur les mecs qui formaient, là, que tu disais, j'ai vu un reportage il y a au moins 10 ans où tu voyais des formateurs qui formaient justement l'ANA, donc l'armée nationale afghane. Et ils disaient, oui, mais dans le tas, là, vous formez les militaires de l'ANA, mais vous formez aussi des djihadistes, hein, vous formez des talibans. Les mecs, oui, c'est vrai qu'il y a des talibans qui disent qu'ils veulent rentrer dans l'armée pour pouvoir avoir une formation et former les mecs sur place. Mais on en considère qu'il y en a à peu près 1 sur 20, donc le compte est bon. 1 sur 20, c'est quand même beaucoup parce que ces mecs-là vont aussi former des mecs chez eux, donc ils vont en former plein. Et Bah, eux sont beaucoup plus motivés. Le problème, c'est que les djihadistes sont beaucoup plus motivés que l'ANA. L'ANA, ils sont là pour la gamelle. Les ouais, ouais. djihadistes, ils sont là pour enculer des Américains. Donc, d'un point de vue motivation, je suis pas sûr que le compte soit bon. C'est marrant ce chiffre-là, parce que tu vois, 1 sur 20, ça fait 5%. Finalement, ça me rappelle d'autres débats où les gens disent ah bah oui, mais c'est une infime minorité, on prend pas un risque si gros lorsque on vérifie pas qui on entraîne, qui on fait rentrer dans tel ou tel groupe. Bah grosso modo, en fait, 1 sur 20, c'est gigantesque. Oui. C'est un niveau de risque colossal parce que chacun d'entre eux, lui, peut en entraîner plusieurs. Exactement. Et 1 sur 20, on Voilà. ne se rend pas compte à quel point c'est beaucoup. Un truc tout con. Est-ce que tu sais combien l'Allemagne nazie avait de nazis dans les années 30? Oh, je suppose qu'il y avait une grande majorité de gens un peu passifs qui s'occupaient de leur vie de tous les jours, et on était peut-être à moins de 20%. Enfin, je dirais, allez, je dirais 5% de nazis réellement convaincus, idéologues, et puis 15% de suiveurs, et après 40% de gens terrifiés. Voilà. Il y en avait 7%. Ouais, ouais, 7% de nazis. 5%, j'étais pas très loin. 7%, et pourtant, tu as vu ce qu'ils ont fait avec seulement 7%? On dit, ouais, Oui, mais les djihadistes en France, les Arabes, ils sont que 30%. oui. Bon, Bah, il me semble que Hitler avait été élu, j'ai plus les stats en tête, mais c'est un peu bon, je crois qu'il Hitler a eu des meilleurs scores que Macron à l'époque à son élection. Il était à un peu plus de 30%, mais c'était pas un score écrasant, c'était pas une c'est élection ça. putinesque. Mais 7%, ça suffit pour déclencher la Deuxième Guerre mondiale, tu vois. Donc, quand on forme 5% de djihadistes dans 95% de non-djihadistes qui finalement ont rejoint les talibans le deuxième jour où les Américains ont quitté le pays, parce qu'il faut pas oublier ça. Heureusement que les Américains les ont formés à l'Azov, parce que oui, ils les ont formés à l'Azov volontairement, parce qu'ils savaient très bien qu'en face, ils seront en face d'eux. Donc, j'ai vu des trucs, des fois, je ne sais pas si je t'en avais parlé, ça. Non, vas-y. Les Afghans, tu sais, ils montraient leur technique et tout. Tu le vois rentrer dans la pièce. Il se met au milieu de la pièce. Il regarde le mur en face avec son flingue. Demi-tour. Il regarde l'autre côté, au milieu de la pièce. Il dit, mais c'est de la merde ce qu'il fait. C'est de la merde. Et ouais, les Américains, c'est ce qu'ils faisaient. Ils formaient volontairement les Afghans comme des quiches pour qu'en face, ils soient plus faciles à tuer. Oui, mais du coup, C'est quel est génial. l'intérêt de les former en premier lieu? Enfin, tu sais, on Oh, arrive ça, c'est à les ordres. Hein. on- C'est les ordres. Oui, d'accord, mais là, j'adore parce que tu sais, il y a la théorie, puis après il y a la pratique de bon, je dois gérer l'indigence intellectuelle des mecs qui gouvernent, plus gérer en même temps bon, comment je fais pour faire mon boulot sans que ça se voit trop et en même temps. Bon, ok. Mais alors, donc du coup, si je comprends bien, en gros, si je reformule, l'introduction de systèmes autonomes et d'intelligence artificielle, ça va augmenter l'échelle avec laquelle on va avoir des drones se pointer ou d'autres chars automatisés, ainsi de suite. Mais ça va pas vraiment dévaluer l'expérience humaine du combattant, mais ça va revaloriser la stratégie et la réflexion, en gros. Oui, 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 c'est ça. Et surtout, encore une fois, les dronistes, tant qu'ils ne sont pas chez l'oncle Sam tranquillement dans leur, toi, genre le matin tu te réveilles, tu prends ton petit café et tout, tu fais un bisou à ta femme, tu prends ta manette et tu contrôles des drones pour aller buter des mecs en Irak.
Tu vois, tant que ça ne sera pas en place et que les dronistes devront être sur place pour pouvoir piloter leurs drones, tant que les drones n'ont pas une portée de 5000 km, il faudra des mecs pour aller buter les combattants, mais surtout les pilotes drones. Il va falloir faire ça. Donc D'accord. ça change pas grand-chose à l'infanterie, parce que comme je t'avais dit, je pense, l'infanterie, il y a 5 ans, c'était les morts et les blessés, c'était 70%, c'était les mortiers. Ensuite, c'était les mitrailleuses, les grenades, enfin tout ce qui était, voilà. Et ensuite, l'armée, l'infanterie représentait 5% des morts et des blessés. 5%. D'accord? Aujourd'hui, on est toujours à 5%. L'infanterie est toujours à 5%. Sauf que les mortiers ont pris les drones ont pris une place beaucoup plus importante. Les drones représentent à peu près entre 70-75% des morts et des blessés. Ensuite, les mortiers, ensuite les mitrailleuses et ensuite l'infanterie. Ok, donc ça veut dire que finalement ça se tient encore qu'il y ait 5% de conflits infanterie versus infanterie dans l'avenir, ou en tout cas des gens qui se tirent dessus, mais comme d'habitude, c'est pas les balles qui tuent le plus souvent, c'est des dégâts collatéraux, les éclats, Les éclats, l'artillerie. les éclats. C'est pour ça que maintenant, c'est pour ça que d'ailleurs, très, très, très rapidement, dès la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, les mecs avaient des pare-éclats sur eux. Les militaires refusaient de les porter parce que, bah oui, mais votre pare-éclat, là, il arrête pas les balles. Bah oui, mais c'est pas les balles qu'on veut arrêter, c'est les éclats. Et les mecs comprenaient pas que 70% à 80% du temps, les mecs étaient morts ou blessés à cause des éclats. Et comme les trucs n'arrêtent pas les balles, et ils refusaient de porter leur gilet. Du coup, bah, le nombre de morts ne changeait pas. Mais ça a toujours été le cas, je te dis ça depuis la Première Guerre mondiale. Ça a toujours été le cas, le plus grand nombre de morts et de blessés, c'est les mortiers. Voilà. Le mortier, on ne croirait pas comme ça, mais c'est vraiment ça qui fait la guerre. Maintenant, les drones, mais les drones, il faut aussi en avoir. Hein. C'est pas aussi facile que ça. Là, il y a beaucoup d'armées qui languissent pour pouvoir en avoir. Mais les drones, c'est extrêmement efficace pour beaucoup de choses. La destruction, de l'appui, de la couverture, tout ce que tu veux. Bah, d'ailleurs, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit là le conflit israélo-palestinien, on voit bien que la plupart des lignes, enfin des titres de journaux titrent plus des gens morts dans un bombardement que des gens morts dans un conflit, dans une fusillade ou une Mm. escarmouche à distance où tu peux voir l'homme dans les yeux. Et alors, est-ce que ça risque pas aussi d'amener à une forme de déshumanisation un peu barrée, c'est-à-dire, on voit quand même pas mal de témoignages de gens qui disent, bah concrètement, j'ai pas pu tirer à ce moment-là. Euh, Est-ce qu'on risque pas d'avoir du coup plus de morts paradoxalement parce que l'IA n'hésite pas? Alors, déjà pour revenir sur ce que tu disais à l'instant, les médias qui parlent plus de fusillade mais uniquement de mortiers au drone, c'est parce que tous les conflits où la France a été, ou même les USA ont été, c'était de la contre-insurrection. Et les militaires d'en face, tout ce qu'ils ont, c'est des IED, donc des mines, et des mitrailleuses. Donc du coup, quand il y avait des morts, c'était uniquement par des mines ou des mitrailleuses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a plus que, il y a plus que des drones ou des trucs comme ça parce que le combat n'est plus du tout le même. Ce n'est pas de la contre-insurrection. Aujourd'hui, c'est vraiment une guerre ouverte entre deux armées étatiques. La deuxième question, c'était quoi déjà? Pardon, la deuxième question, c'était simplement, euh, du coup, Ah oui, est-ce qu'il risque pas d'y avoir déshumanisation. paradoxalement plus de morts? Parce que l'IA, elle n'a pas d'état d'âme, n'hésite pas, alors qu'il y a parfois des gens qui, enfin, tu sais, même les témoignages de la Seconde Guerre mondiale, du mec qui voit l'Allemand dans la tranchée en mode, allez, vas-y, nique sa mère, j'ai pas envie de te tirer dessus non plus, et le mec était apeuré comme moi et tout, j'ai pas pu, enfin, Oui, 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 évidemment, l'IA fera beaucoup plus de morts, mais bon, d'un autre côté, les conflits risquent d'être beaucoup plus courts grâce à ça. L'IA fera beaucoup plus de morts parce qu'ils n'hésitent pas, et en plus, il n'y a pas de temps de réflexion. Il n'y a pas l'IA, comme on disait tout à l'heure, il ne se repose pas. Il voit quelque chose, automatiquement, en un dixième de seconde, c'est dans la ligne de mire, il prend son calcul, il tire. Il réfléchit pas. Il n'y a pas de qu'est-ce que je vais bouffer ce midi, tu vois. Pour revenir sur une expérience, donc c'était Michel Goya qui en parlait dans un de ses bouquins, je ne sais plus quel bouquin, je les avais tous lus. Il disait que quand il était à Sarajevo, il était donc dans un char civil, un char du génie et blindé donc, et il se faisait tirer dessus par un mec avec une SVT Dragunov, d'accord? Il était dans son truc et là il fallait qu'il sorte, de son truc, mais il était bloqué parce que le mec lui tirait dessus et il attendait juste qu'il sorte pour pouvoir tirer. Il voyait une butte de terre et là, il s'est fait le calcul dans sa tête. Le mec, il s'est dit, OK, le mec, il m'attend. OK, donc peut-être qu'au bout de 3 minutes, il va se mettre à penser à ce qu'il va bouffer ce midi. Donc,
il va avoir un petit peu de temps pour reprendre son tir. Ok, le temps qu'il me mette en joue, qu'il me vise, qu'il me tire, la vitesse de la balle, etc. Est-ce que j'ai le temps de m'éjecter de mon char pour aller me jeter derrière cette butte de terre? Il a calculé, il s'est dit, ouais, ouais, c'est bon, j'ai le temps. Il a sauté de son véhicule et il s'est foutu derrière sa butte de terre. Et le mec lui a tiré dessus, mais il était déjà derrière sa butte de terre. D'accord? Là, non. Là, l'IA, ce sera donc, comme tu connais sûrement cette vidéo, là, un mec qui a mis une IA sur un fusil, et le mec, il a une balle dans sa main, Oui, il j'ai bouge vu. la balle dans tous les sens, et le fusil suit la balle. D'accord? Tu mets une IA, tu lui dis, à partir de la seconde précise où tu vois cette balle, je veux une balle dedans. Une Oui, balle oui, de c'est tennis. mort. On aura plus du tout on aura plus du tout de conflit armé où les mecs jouent sur. Là, il a dû être un peu fatigué. C'est le moment où peut-être ça vaut le coup parce qu'il va nous tirer dessus, mais avec une condition dégradée, quoi. Jouer avec les niveaux d'alerte. Comme je l'ai expliqué pendant les stages, tu joues avec les niveaux d'alerte. Là, tu ne pourras pas, parce que les IA ne se reposent pas. Il n'y a pas de niveau d'alerte avec une IA. Donc oui, évidemment, ça va changer beaucoup de choses. Et la façon dont les militaires travailleront quand ils sauront qu'il y a des militaires en face ou des IA en face sera également complètement différente. Quand tu sais qu'en face, il n'y a aucune chance pour qu'ils te ratent, est-ce que tu vas sortir de ta tranchée pour aller prendre la tranchée en face? Pas sûr. Ouais. Il y aura peut-être moins d'actes héroïques Voilà. où on se jette en Surtout, priant un peu, quoi. surtout toi-même, quand tu te lèves de ta tranchée, il y a des hommes en face de toi qui te tirent dessus. Peut-être qu'avec un coup de chance, tu peux réussir à lui tirer dessus et à le buter pendant que tu avances vers lui. Là, bon, c'est une plaque blindée avec derrière un fusil. Donc, il n'y a aucune chance pour que tu réussisses à le toucher. Et lui, par contre, il n'y a aucune chance pour qu'il te rate. Donc, il y a beaucoup de choses d'un point de vue défensif, ça va être quasiment imprenable. Oui, donc ça veut dire ça veut dire qu'en fait la guerre sera intelligence artificielle contre intelligence artificielle. Et là, il y a eu un moment où certains disaient bon, non mais en fait les travailleurs à col bleu sont remplaçables moins vite que les travailleurs à col blanc parce que c'est plus facile pour une IA de faire des tableaux Excel que de faire de la robotique. Mais c'est de moins en moins le cas quand tu vois les robots nettoyants en Chine et tous les robots maintenant. La motricité fine est telle que maintenant en fait bon bah dans 10 ans on a des robots qui savent te péter un œuf super facilement et qui peuvent te faire un massage thaïlandais et jouer une symphonie au piano et enfin jouer un concerto au piano et tout ça pour 35 000 euros. Bon bah tu le paieras avec ton crédit et en échange ça te coûtera moins cher en assurance santé. Enfin bon c'est du coup dans l'armée évidemment qu'on va avoir des robots hyper compétents enfin les robots chiens de Boston Dynamics Oh putain, ouais. sont déjà monstrueusement dangereux. Pareil pour les drones. Enfin ça risque d'être compliqué. Alors du coup si ces robots là ou des IA autres qui font de l'analyse et compagnie et qui donc aiguillent des humains à prendre une mauvaise décision. S'il y a un crime de guerre qui est commis à cause de ça, est-ce qu'on parle encore de crime de guerre ou est-ce qu'on met ça dans la catégorie bug, pertes et profits Il y aura un militaire qui sera désigné coupable, c'est sûr et certain. Mais bah, déjà, aujourd'hui, les crimes de guerre, bon, on s'en bat un peu les couilles. À partir du moment où c'est pas des crimes de guerre, où c'est pas tes militaires à toi qui meurent, c'est bon. Hein, les officiers qui ont provoqué Ouzbin ont pris extrêmement cher dans leur cul. Par contre, nous, quand on a buté des Afghans et qu'éventuellement ils n'avaient pas de fusil sur eux, personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su. Est-ce que tu as vu dans les journaux, oui, le deuxième Rima a buté un gentil Afghan qui avait même pas de fusil sur lui. T'as pas vu ça, parce que tout le monde s'en bat les couilles. Oui, puis ils Donc, de évitent d'en guerre, parler en pratique, ils évitent d'en parler sur le rapport, quoi. ouais, vois-tu, bah, le rapport il y est, mais on va le mettre sous la pile, là, tu vois. On va le mettre par là. Ok. Donc, les crimes de guerre, voilà, déjà qu'on s'en bat un peu les couilles. Et si en plus elles sont provoquées par des IA, voilà. Donc Donc, ça, je m'en fais pas là-dessus. le cas du soldat français donc au Tchad qui était revenu en stress post-traumatique et il s'était défendu contre un type qui l'avait attaqué. Les Tchadiens lui ont dit bah affaire classée, c'est normal, mais en France il s'est retrouvé accusé par la justice française et s'est suicidé en prison parce qu'on n'a pas pris soin, on lui a même pas Ouais. offert les soins psychiatriques. Ça en fait c'est plutôt un cas exceptionnel si je comprends bien. Oui, c'est un cas exceptionnel parce que la justice déteste les militaires. Il déteste vraiment les militaires. Donc, il y avait un juge qui a décidé d'enculer un militaire et de le tuer parce qu'il était en stress post-traumatique. Euh, Ils l'ont mis en prison pour le protéger, pour éviter qu'il se suicide. Ouais, sauf qu'ils l'ont pas protégé du tout parce qu'ils l'ont laissé dans un endroit, dans une cellule normale, pas fait pour les suicidaires parce que tu as des cellules faites pour les suicidaires. Ils ont laissé avec lui tout le petit kit de suicide. Tu vois, ils ont laissé avec lui tout ce qu'il fallait pour suicider. Donc évidemment, là, c'était pas du tout pour le protéger. C'est juste que Ouais. les juges avaient envie de tuer un militaire.
C'est tout. Et puis ils l'ont rendu fou en plus en le faisant passer pour un salaud, en lui enlevant le soutien social. Enfin, oui, ça rendait pas la chose. Mais ok. Donc C'est ça, ça, c'est. et les journalistes l'ont enculé en même temps, donc tous les journalistes l'ont traité de néo-nazi, etc. Donc oui, évidemment, bon, bah, la justice avait envie de tuer un militaire, c'était comme ça. Bon, ok, donc c'est vomitif mais exceptionnel, mais par contre, donc ça veut dire que il risque d'y avoir une quand même des humains condamnés quand il y a ce genre de bug. Et alors, la question Ouais. c'est quand il y a un drone autonome qui tue ou une erreur d'analyse de la part de l'IA, même tu sais, bah, un truc qui dit bah tiens là on suppose on a vu des mouvements financiers, en fait l'IA s'est trompée, donc c'est là qu'il faut attaquer. Enfin, qui est responsable? Est-ce que ce sont les développeurs, l'entreprise qui est sous contrat avec l'État? Est-ce que c'est l'officier, le politique, C'est celui l'exécutant? qui donne l'ordre à la fin. Parce que l'IA va donner une directive, ils vont dire, OK, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et tu as forcément un officier qui va devoir prendre le risque et dire, OK, on attaque à ce moment-là, à tel endroit. Voilà. Et c'est cet officier-là qui va prendre cher. C'est pour ça que les officiers ne prennent plus de décision depuis longtemps. Donc, à moins, à moins qu'il y ait quelque chose qui dise que l'IA est responsable, je ne pense pas que ça va arriver, mais à moins qu'il y ait ça, à partir du moment où tu déresponsabilises un acte, je te jure que ça va changer énormément de choses. Parce qu'un truc tout bête, nous, en Afghanistan, il y a un moment où on était pris en embuscade. Bon, bah, c'était moi qui étais devant. Et on se fait tirer dessus. On a réussi à se barrer, on s'est planqué et tout. Et là, on s'est dit, bon, bah, tranquille, on a les appuis en haut, on déborde par la gauche et c'est bon, on y va. Juste, il faut prévenir le capitaine. Grosse erreur. On a dit au capitaine, bon, bah, on voudrait, voilà, et on va contourner par la gauche et on y va. Le capitaine a dit, attendez. Il a demandé à son officier. Et lui, l'officier, il voulait pas être responsable. S'il y avait, t'imagines, il y aurait eu un membre de l'autre côté, il voulait pas que ce soit lui qui ait dit, OK, c'est bon, je les ai laissés partir. Donc il a demandé au-dessus, puis au-dessus. Et le mec, tu sais, tu réveilles un pauvre général qui a rien demandé à 2 heures du matin. Le mec, quoi, ils veulent faire quoi? Ils veulent contourner par la gauche parce qu'ils se font tirer dessus et le mec s'en bat les couilles, il n'a pas les cartes, il n'a pas la situation. Il va dire évidemment, est-ce que vous acceptez? Ben non, non, j'accepte pas. Si j'accepte et qu'il y a un problème, c'est ma faute. Donc le mec s'en bat les couilles. Et donc du coup, il y a tellement de déresponsabilisation autour des officiers qu'il se passe rien. Et comme il se passe rien, ben, les mecs en face, ils bougent. Et donc du coup, ils peuvent nous canarder sans problème. Heureusement que c'était des quiches en face, parce qu'il aurait dû y avoir 10 fois plus de morts. À partir Ah du moment où tu ouais. dis, soit tu déresponsabilises, soit les officiers qui sont sur le terrain, donc là on était avec un lieutenant, tu dis le chef de section est responsable, là c'était bon. Mais bah, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. C'était la dernière fois. Hein. C'était la dernière fois où il a demandé à son capitaine de l'autorisation de pouvoir déborder. Après, il a dit c'est bon, je me démerde. Et si on me fait remarquer que j'ai oublié de demander l'autorisation, je dirais que j'ai oublié. C'est tout. Hein. Mais c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Hein. Mais il y a cette volonté de ne pas être responsable qui fait qu'on a des morts, beaucoup, beaucoup trop. Il n'y avait pas que l'Afghanistan, il y avait d'autres conflits. Et à partir du moment où tu dis l'IA, après la décision, l'IA est responsable, là, les officiers, ils pourront prendre des vraies décisions qui vraiment vont sauver des gens pour de vrai. Et si, par malheur, il y a un problème, bah, c'est l'IA qui s'est plantée. Voilà. Ouais, donc il y a une dilution de la responsabilité qui peut être peut-être évitée si on Mm. a moins d'intermédiaires, moins de donneurs d'ordre et de l'IA C'est dans ça. l'équation, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Avec par contre le problème qui est que la plupart de ces technologies-là sont quand même des variantes de deep learning, c'est-à-dire une compression de l'information pour gagner en puissance de calcul. Donc la grande majorité des opérations faites pour arriver à un résultat ne sont pas regardables par un humain parce que c'est trop d'informations Oui, et si on les montrait en fait un ça coûterait humain, trop cher en ouais. puissance de calcul. Donc en fait les humains valorisent une réponse en disant ça c'est une bonne réponse, une mauvaise réponse. Donc là ici la réponse ça peut être j'ai tiré sur telle cible et pas sur sur telle, mais même la justification logique est déjà générée. On ne sait pas quels sont réellement les maths derrière, puisque une bonne partie de ces algorithmes, c'est d'abord l'IA qui va essayer plein de possibilités pour trouver la bonne. Exactement. Un truc tout bête, je pensais à un livre tactique qui a été écrit par Pierre Santoni, donc quelqu'un de très connu dans le domaine tactique pour tout ce qui est stratégique. Il avait écrit un livre, je crois que c'était en 2020, qui s'appelait Le Triangle tactique. Et dans ce bouquin-là, il disait que jamais on réussirait à avoir un bot, un logiciel. Il ne parlait pas d'intelligence artificielle parce que c'était en 2020, ça n'existait pas encore. Il n'y avait pas encore démocratisation de ChatGPT.
Il écrivait que on n'arrivera pas à avoir de logiciels qui arriveront à comprendre la complexité du terrain et à calculer vraiment la réponse parfaite pour ça. Il faudra des humains dans l'équation pour réussir à avoir un résultat correct. Ça, c'était en 2020. Je voudrais bien avoir son avis aujourd'hui. Est-ce qu'il reviendrait là-dessus? Parce que on a vu avec ChatGPT que c'était incroyable tout ce que les IA peuvent faire. Une IA aujourd'hui, on voit, elle peut analyser des contextes assez complexes et réussir à trouver des solutions assez simples et qui fonctionnent bien. La Russie contre l'Ukraine, c'est un autre problème. Ils n'arrivent pas en fait, ils n'arrivent pas avec les drones parce qu'ils n'arrivent pas à les gérer. Ce qui se passe en Russie, c'est incroyable, c'est incroyable. Ce sont des petites unités qui s'enfoncent dans le secteur ennemi. Ils emmènent avec eux plusieurs qui suivent. Celui qui se font tuer, bah, ça révèle les positions. Et stratégiquement, les Russes, ils n'y arrivent pas du tout. Les Ukrainiens aussi, parce qu'il n'y a plus personne dans la boutique, hein. Il n'y a plus de militaires côté ukrainien, mais les Russes, qui sont extrêmement nombreux, ils n'y arrivent pas du tout. Je ne sais pas ce qu'une IA réussirait à faire pour débloquer la situation. Parce qu'en fait, l'arrivée des drones, ça a l'air tout con, mais c'était il y a 3 ans. Mais en fait, d'un point de vue stratégique, c'était il y a seulement 3 ans. Et actuellement, les Russes, ils piétinent dans la semoule, mais d'une façon incroyable niveau stratégique. Tu verrais toutes les vidéos de militaires russes qui parlent de ce qui se passe sur place, c'est une catastrophe. Oui, oui, ben, ça veut dire du coup que... Enfin, est-ce qu'une IA pourra régler ça? C'est la question. Justement, Enfin, en fait, le problème, c'est combien on a de données pour faire un rétexte, quelle est la variation des données, et les données sont-elles de qualité? C'est... Quand tu mets, par exemple, quand tu demandes à une IA de reconnaître des chiens et des chevaux, si tu fais la connerie de mettre que des chevaux en extérieur, et statistiquement, ça a toutes les chances d'arriver, parce que c'est assez rare que les mecs aient un cheval dans leur appartement ou leur bureau, bah, du coup, l'IA va commencer à s'intéresser à du bruit plutôt qu'à du signal. Donc, du coup, l'IA va regarder, elle va dire, bah, en fait, derrière le cheval, là, je vois jamais de lampadaire, de lampe de bureau, de piano, de cuisine. Tu vois, là, derrière toi, là, je vois qu'il y a du sel et des condiments sur ta droite. Bon, bah, ok, j'en déduis que tu es dans une cuisine, mais une IA qui est mal entraînée et qui est entraînée avec des données d'entraînement que tu bouffes encore et encore, ce qu'on appelle de l'overfitting, bah, c'est de l'IA qui finit par s'intéresser à des données non pertinentes et donc bon bah elle te dira bah évidemment que ça c'est un chien, regardez l'imprimante derrière, voilà, ou regardez la plaque de cuisson derrière, c'est forcément un chien. Et c'est intéressant parce que du coup on pourrait imaginer que bah, si on n'a pas beaucoup de conflits armés, 3 ans finalement c'est peut-être pas suffisant, ou alors les données pertinentes seront juste des données de terrain et finalement 3 ans c'est largement suffisant pour qu'une IA change le conflit la prochaine fois quoi. ouais, et même est-ce qu'il y a une solution pour gagner cette guerre? Parce que tu vois à quel point ils pédalent dans la semoule, mais à un niveau incroyable. Est-ce qu'il y a vraiment une façon pour les Russes de prendre les Ukrainiens? Parce que la guerre en Ukraine, vraiment, elle ressemble à rien. J'arrive pas à définir ça, j'arrive pas à trouver de conflit armé qui ressemble vraiment à ça. On dirait un conflit basse intensité avec des conscrits. Mais c'est des conscrits, de toute façon la plupart ce sont des conscrits, mais qui ressemblent beaucoup à l'organisation des talibans, mais en groupe constitué et un minimum formé avec de l'équipement militaire un peu plus poussé, quoique. Et en face, les Russes qui sont montés en très petites unités, qui vont dans les bois pour essayer de traverser les troupes ennemies, qui attaquent, mais avec tout ce qu'ils ont sous la main. Tu as de l'Africain, tu as du Chinois, tu as du Coréen, tu as tout ce que tu veux, qui foncent comme des Mongols contre les positions qui sont protégées par les Ukrainiens. Et il y a le nombre de morts qu'il faut, mais au moins la position est prise. Mais de toute façon, la position qu'ils ont prise, ça sert à rien parce que là ligne de front va reculer de 2 km dans l'après-midi. C'est incroyable, c'est un foutoir. J'ai beau m'intéresser autant que tu veux à la guerre en Ukraine, je comprends rien, personne ne comprend rien à ce qui se passe, hein. Il y a beaucoup d'officiers qui se bouffent les couilles là-dessus. Oui, avec une géopolitique en plus qui est complètement disproportionnée par rapport à l'aspect rudimentaire et rustique du conflit, alors que tu as une géopolitique de Troisième Guerre mondiale avec des BRICS contre le bloc UE-US. Enfin, c'est une guerre moderne, quoi. Il y a vraiment un truc différent. Mais est-ce que du coup, les soldats, ou quand toi tu parles avec d'autres soldats, est-ce qu'ils se sentent, enfin, est-ce qu'ils ont plus confiance du coup quand ils sont assistés par la technologie, ou est-ce que c'est quelque Ouais. chose de nouveau? Est-ce que ça a été adopté vite pour les combattants?
Ah oui, oui, la technologie, la modernisation de la technologie, les militaires, là, ils en sont extrêmement contents, évidemment. Là, ce qui a changé en quelques années, ça peut rien avoir. Parce que, en fait, technologiquement parlant, depuis plusieurs années, tout ce que c'était des fusils qui sont un peu plus équilibrés, qui sont un peu meilleurs, mais vraiment, en fait, les fusils, c'est la micro-optimisation qui se fait depuis 30 ans. Ça, je l'avais déjà dit depuis longtemps. Il n'y a pas de grosse évolution dans les armes à feu. La grosse évolution qui s'est faite depuis 30 ans, c'est les optiques. Voilà, l'optique a vraiment tout changé. Le fait d'avoir des thermiques sur les armes principales, donc les armes d'appui principalement, mais aussi les mitrailleuses, etc., ça a vraiment changé quelque chose. Mais ça n'a pas changé assez pour changer la stratégie. La stratégie n'a pas changé. Tactiquement parlant, ça donne des avantages, mais d'un point de vue stratégique, ça change rien. Les drones, c'est pas du tout le même délire. C'est pour ça que je considère souvent que les drones, c'est les nouvelles mitrailleuses. Les drones ont complètement changé la façon de faire la guerre. Le problème, c'est que on n'arrive toujours pas à savoir comment gérer des drones sur le terrain. La stratégie n'est pas encore établie. Tout comme la Première Guerre mondiale, c'était une guerre qui était avec de l'aviation, des mortiers et des drones, et des drones, n'importe quoi, des mitrailleuses qui sont arrivées au tout début de la guerre. Les militaires ne savaient absolument pas gérer ça. Ils ne savaient pas gérer les mitrailleuses du tout. Il a fallu attendre la fin de la guerre, assez longtemps, mine de rien, pour commencer à avoir des solutions. Et c'est même pas cette solution-là qui a fait la fin de la guerre, hein. Donc pour gérer les mitrailleuses, ils ont dit bon, on a besoin d'un triangle tactique, on a besoin de déplacement, de protection et de puissance de feu. Donc on a créé les chars. Mais c'est même pas les chars qui ont permis de finir la Première Guerre mondiale. Là, pour les drones, il y a des solutions. Et le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on trouve une solution, à chaque fois, les drones s'adaptent. Tu sais, c'est toujours le problème de le bouclier contre l'épée. Ok, le bouclier est plus résistant, tu ferais qu'une épée beaucoup plus perforante. L'épée est plus perforante, tu ferais qu'un bouclier encore plus résistant, etc. Tu vois, c'est la guerre entre les missiles et les chars d'assaut. Lequel réussira à se protéger ou à détruire l'autre le premier. Tu vois. Et là, les drones, à chaque fois qu'il y a un truc anti-drone, à chaque fois, ils arrivent toujours à contrer ce système-là. Et aujourd'hui, à part les calibres 12, il n'y a rien qui réussit à gérer correctement les drones, mais tu en as tellement sur le champ de bataille. De la chevrotine, en fait, en gros. Tu t'abats ça comme t'abattrais une palombe quand t'es chasseur avec. La grenaille, Ouais, c'est ah la ouais, d'accord. grenaille qui permet de gérer facilement. Donc pour eux, c'est grenaille minimum 36 grains et ça gère plutôt facilement. Oui, parce qu'à 50 mètres, en fait, du coup, ça fait un cône qui devient assez gros pour faire un effet filet et faire tomber le drone, quoi. C'est C'est ça, bien ça? donc ils ont créé plein de munitions anti-drone, etc. Mais en fait, tout le monde s'en bat les couilles. Les militaires, ils prennent de la grenaille 36 grains et qui coûte 40 centimes pièce. Les munitions anti-drone qui coûtent 35 dollars pièce, je suis totalement sérieux. Ils les vendent 35 dollars par cartouche, c'est complètement débile. Il n'y a personne qui achète ça, personne n'en veut. Oui, puis les rednecks aux États-Unis, il y avait plusieurs États comme ça où les rednecks tiraient dans les drones quand ils les voyaient passer. Ça a fait une espèce de scandale parce que Amazon gueulait en mode mais arrêtez de tirer sur nos drones, bordel! Et on voit les paysans un peu consanguins d'Alabama qui étaient là en mode hey, don't goddamn bad drones! Et tout le mec qui tirait dessus. Bon, donc ok. Pourquoi Amazon balançait des drones? Mais parce que pour faire de la livraison, ils faisaient des tests. Ah ouais. Ils faisaient des tests en disant dans quelques années on pourra livrer, etc. Puis en fait, t'as les rednecks qui disent qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Bah. Mais, ok. Non, ouais, ouais, Bon, bah finalement, ça n'avait pas évolué. Mais alors, du coup, ça amène une question parce que on voit qu'il y a des évolutions quand même aussi de stratégie. Ça me fait penser ce que tu dis un peu à quand les nazis ont lutté contre les soviétiques pendant la Seconde Guerre mondiale. On voyait quand même qu'au début, on voyait le nombre de pour un char perdu par les Allemands, il y avait 3 ou 4 chars perdus par les Russes. Puis le ratio a commencé à diminuer quand à la fin de la guerre, les Russes ont quand même progressé, mais les Allemands avaient le retex de Franco. Ils étaient un peu plus expérimentés là-dessus. On peut imaginer qu'il y aura des déséquilibres, mais si on a vraiment un déséquilibre colossal, ce que tu décris tout à l'heure, c'est-à-dire la plaque de verre balistique avec des caméras 360, un truc qui réagit avec un millionième de seconde, est-ce qu'on peut encore imaginer qu'une armée qui n'a pas l'avance technologique puisse lutter parce qu'il y a eu des guerres d'attrition où les armées de paysans pas très bien équipés, mais avec la rage et la bonne connaissance du terrain, pouvaient quand même mettre en difficulté un empire Alors, comme l'Amérique ou la Russie. Est-ce que là, ça risque d'arriver encore, ça? non, non, ça peut plus, enfin, ça peut plus arriver parce que, alors ça, c'est quelque chose qui est mal compris. Si je te dis que les Américains ont enculé l'Irak en 2 semaines, mais les gens ne le savent pas, ça. Les Américains, militairement parlant, ils ont pris l'Irak en 2 semaines. Le problème, c'est que les Américains ne voulaient pas détruire l'Irak, parce que ça, c'était bon, hein. Tu détruisais l'Irak avec un tapis de bombe tout de suite. L'Irak était prise. Le problème, c'est que les Américains ne voulaient pas détruire l'Irak, ils voulaient la tenir.
Et ça, c'était pas possible. Tout comme les Américains auraient pu prendre, je sais pas, n'importe quel pays très facilement. Mais le problème n'était pas de prendre, et le problème c'était de tenir. C'est pour ça que c'est bien une guerre de contre-insurrection, ce qui n'est pas une vraie guerre, tu vois. Les Afghans n'ont pas battu les Américains. Les Américains étaient là avec l'armée afghane. Ils étaient pour aider l'armée afghane pour tenir le pays et aussi récupérer le pavot, etc. Mais ça, c'est encore un autre problème. Le truc, c'est que les Afghans n'ont pas battu les Américains. Les Afghans ont empêché les Américains de tenir le pays jusqu'à ce que les Américains n'aient plus rien à foutre. Quand les Américains avaient récupéré l'or, l'opium et tout ce qui les intéressait, ils se sont barrés. Mais c'est tout. Les Afghans n'ont pas battu les Américains. C'est ça que les gens oublient en fait. Les talibans en sandales n'ont jamais réussi à repousser n'importe quelle armée. Les soviétiques dans les années 70 n'ont jamais réussi à battre les soviétiques. Les Afghans, pardon. Les Afghans dans les années Ouais. 70 n'ont jamais réussi à battre les soviétiques. L'armée américaine était sur place, ils formaient les militaires, les rebelles ici, ils leur donnaient des armes, du munition, du pognon. À l'époque Et de les député de Charlie Wilson, et cette époque-là, où il y avait un Non, il y député avait de américain quoi? qui fait... Non, non, il y avait pas de char, il y avait pas de char. Non, 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 Charlie Wilson, le député américain Ah, qui avait fait voter des amendements pour, comme dans le film avec Tom Hanks, là, mais- où il fait mais- voter des oui, oui, budgets oui, colossaux. c'est exactement ça. Ronald Reagan était extrêmement contre, il était extrêmement anticommuniste, hein. C'était Ronald Reagan à ce moment-là. Il était très, très, très anticommuniste et même de manière illégale, il envoyait du pognon et tout ce que tu voulais. Il voulait assécher les comptes de l'Union soviétique. Il voulait même pas que les Afghans gagnent. Il voulait empêcher il voulait empêcher les Russes de quitter cette guerre. Il voulait même pas que les Russes gagnent ou perdent cette guerre. Il voulait juste qu'ils restent pour qu'ils s'assèchent financièrement. Et à la fin, je sais pas si tu le savais, mais les Russes n'ont pas signé d'accord de paix avec l'Afghanistan. Ils l'ont signé avec les Américains. Ils ont quitté l'Afghanistan, les Russes ont quitté l'Afghanistan avec un accord de paix qui s'est signé avec les Américains. Tu Tout, vois, c'était vraiment en fait la guerre ouais. d'Afghanistan, les Soviétiques contre l'Afghanistan, c'était pas ça, c'était les Soviétiques contre les Américains. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont réussi à tenir aussi longtemps. Mais en réalité, les militaires, les mecs en babouche avec un AK pourri qui réussissent à repousser une armée, ça n'existe pas. Tout comme en France avec l'Algérie. L'Algérie s'est pris une branlée militairement. Charles de Gaulle a décidé que il y avait plus rien à tirer de l'Algérie, c'était des connards. Il fallait, comme il disait lui-même, couper la pomme pourrie de la France. Donc l'Algérie, parce que l'Algérie c'est une catastrophe à ce moment-là, hein. C'était 30% du PIB qui était envoyé dans ce roi merde, hein. C'était n'importe quoi. J'avais Donc lu 20, mais on a à peu près un ordre de grandeur équivalent. Voilà, c'est ça, oui, 20 ou 30%, en peu tout cas, importe. Mais c'est une partie du PIB qui n'est pas négligeable une sur un pays. énorme Oui. partie, je veux dire, c'est colossal, putain, on va dire 25%. C'est colossal, enfin, c'est une catastrophe. Donc, du coup, il fallait arrêter. C'était de la merde, ça rapportait rien du tout, à part des emmerdes. Donc, on a décidé de quitter l'Afghanistan, mais jamais l'Afghanistan, l'Algérie, mais jamais les Algériens ont réussi à repousser les Français. C'est juste que c'était une victoire politique. Là, actuellement, ces pays-là ne peuvent plus rien faire parce que euh, ce ne sont pas des combattants en fait, ce sont des pleurnicheuses. Ces pays-là ne réussissent pas à combattre contre ces armées. Ils font des actions un petit peu aléatoires pour avoir le soutien des pays occidentaux. Ce qu'ils font, c'est oh regardez, ils ont détruit un hôpital et il y a eu 200 morts. Mais ce mort là que vous montrez, il n'est pas déjà mort 3 fois. Et cet hôpital là, on tirait un bureau. Enfin, c'est pas un hôpital du tout. Et puis voilà. Non, non, c'est crime de guerre, etc. En fait, ils montrent des crimes de guerre très souvent qui n'existent pas pour avoir le soutien de l'Occident et donc pour avoir une victoire politique. C'est ça qu'ils visent. Ils ne visent jamais une victoire militaire parce qu'ils en sont complètement incapables. Mais ils en étaient incapables il y a 10, 15, 20 ans. Aujourd'hui, ils en sont encore moins capables. Parce qu'avec les drones, tu as la capacité d'avoir des caméras, 10 caméras au mètre carré. Et en plus, pour avoir une victoire politique, il faut que les Occidentaux aient de l'empathie. Et autant dire qu'avec ce qui se passe en France depuis 50 ans, mais encore pire depuis quelques années, les Occidentaux, ils n'ont plus aucune empathie envers ces mecs-là. Ils s'en battent les couilles, ils en veulent plus de ça. Oui, oui, ok, compris. Ouais. Bah, ça facilite pas le truc. Mais alors, c'est génial parce que
Euh, Là encore, tu vois, dans ma tête, au début, j'étais parti pour te poser la question en disant, bah tiens, alors est-ce que des gens très rustiques, est-ce que la dépendance à la technologie va pas enlever de la rusticité aux soldats et compagnie? Mais de ce que j'entends, en fait, c'est que la rusticité n'a pas gagné les guerres, même il y a 50 ans, quand il n'y avait pas d'IA dans l'équation, quoi. C'est la pleurnicherie qui a gagné la guerre. Avec la pleurnicherie, ils ont réussi à avoir une guerre, une victoire politique, mais jamais ils ont réussi à battre une armée. Ça n'a jamais existé. Et même le ratio, je veux dire, on a buté combien d'Afghans? Pour eux, ils ont buté combien de Français? Le chiffre est pas bon. Toi, on a buté. Je n'ai pas le chiffre, c'est quoi? Non, j'ai plus les chiffres, hein, mais voilà, le ratio est absolument pas bon. Tu vois, dans une guerre, on te dit, ok, bon bah ils ont gagné la guerre, mais ils ont fait 200 fois plus de morts qu'en face. Tu vois, même, je sais pas, tu prends la guerre de l'hiver, par exemple, où les Finlandais ont réussi à avoir à buter 200 fois plus de Russes qu'ils ont eu de morts chez eux. C'est à peine considéré comme une victoire. C'est pas vraiment considéré comme une victoire parce que le ratio est pas bon. Et là, Alors, avoir c'est-à-dire, empêché. pourquoi c'est pas une victoire, du coup? Parce qu'en fait, de toute façon, à la fin, leur pays est pris, même si euh, genre, Alors, la l'écart était Finlande tellement démesuré, c'est ça l'idée? Oui, c'est ça. Il y a eu tellement de morts et ça s'est tellement mal passé pour eux que la victoire existe, hein. Il y a vraiment une victoire réelle, mais en fait, on considère que c'est une défaite. La guerre de Grozny, la première guerre de Grozny, était considérée comme une victoire russe. Enfin, était une victoire russe sur papier, mais en réalité, tout le monde parle de défaite. Les Russes ont réussi à prendre Grozny, mais ils ont fait combien de morts? Ça leur a pris combien de temps? C'est une catastrophe. J'imagine qu'on pourrait tenir la même analyse peut-être sur le Vietnam avec l'Amérique. Oui, enfin, sauf que les Américains n'ont pas réussi à faire quoi que ce soit au Vietnam. Le Vietnam, ça a été défaite sur défaite pour les Américains. Mais c'est le même concept, hein. Les Vietnamiens n'ont pas vraiment fait la guerre. C'était de la contre-insurrection et les Vietnamiens n'ont jamais visé de victoire militaire. Les Vietnamiens n'avaient pas la capacité d'avoir une victoire militaire. Ils visaient une victoire politique. Et ils l'ont eu. Ils l'ont eu. Ils l'ont eu grâce à une photo. Il y a juste une photo qui a La arrêté la gamine guerre. avec le napalm? La gamine avec le napalm, exactement. Il me semble C'est cette photo. qu'elle est toujours en vie, d'ailleurs. Oui, elle est en vie, elle a écrit un bouquin. Oui, que j'ai pas lu, mais en tout cas, Bon, bah, j'imagine bien que moi non plus, je ne l'ai pas lu, hein. j'aimerais Moi, bien, moi, ça les, m'intéresserait de moi, savoir. les Américains, ils m'ont cramé la gueule, moi. Oh, voilà, sur 200 pages, c'est bon. Oh putain, le cynisme. Non, mais j'aimerais bien les voir. Mais par contre, alors, du coup, moi, ça me fait poser une question intéressante philosophiquement. On constate quand même que les victoires à la Pyrrhus, du coup, sont considérées comme des défaites dans l'opinion publique. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, ça peut donner un désincitatif un désincitatif politique en disant bah oui tu vas gagner mais en fait ça coûtera tellement que les citoyens vont être écœurés de ta politique et vont te détester pour ce que tu as fait. Est-ce que du coup quand on envoie des IA où en fait finalement bah je fais le cynique franco-français mais on se fait déjà pomper tellement de pognon au niveau des impôts que si en gros il faut faire 1 milliard d'euros de plus de drones pour cette année pour envahir un pays supplémentaire, oh bah on le voit dans les impôts mais on le voit plus dans les morts qui rentrent au pays entre quatre planches. Donc est-ce que ça risque pas de faire un incitatif à la guerre puisqu'il n'y a plus de conséquences à payer? Il n'y a plus Alors, de désincitatif en fait. le problème avec la guerre, c'est qu'en général, on ne te demande pas ton avis. Soit on rase ton pays, soit tu te défends, tu vois. Le problème, c'est les guerres par procuration qu'on fait. Là, les Français veulent faire la guerre contre les Russes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas la faire nous-mêmes, hein. C'est pas avec l'armée française qu'on va faire quoi que ce soit. Donc, on fait la guerre contre les Russes avec les Ukrainiens. Donc, ce sont les Ukrainiens qui meurent et nous, tout ce qu'on se contente de faire, c'est d'envoyer du pognon, des formations, des drones, etc. Donc, le pognon part toujours, mais il n'y a pas de mort ou quasiment pas de mort côté français. Il y a quand même des Français qui y vont. Mais le problème avec cette guerre-là, c'est que les Français ne comprennent pas. Je veux dire, on n'a rien contre les Russes de manière générale. On s'en bat les couilles des Russes. Pourquoi est-ce qu'on devrait envoyer, je ne sais pas combien de pourcentage de notre PIB pour un pays dont on s'en bat les couilles? Moi, personnellement, je m'en bats les couilles des Russes. Voilà. Donc, il y a ce truc-là. Après, vraiment faire la guerre en eux-mêmes et balancer du pognon de fou furieux pour une guerre qui nous concerne, pour l'instant, il n'y en a pas, mais qui nous concernerait, ça ne dérangerait personne. Si éventuellement demain on considérait qu'on est enfin en guerre contre le Bougnulistan qui nous encule depuis des années, je sais pas, on considère, par exemple, un scénario totalement au hasard, le 93 fait le mur dans banlieue 13 et ils se font sécession et ils disent, ok, maintenant on est un pays indépendant et on rentre en guerre contre la France. Tu vois, hein, scénario improbable. Est-ce que tu crois que ça dérangerait les Français de prendre des bombes et de leur balancer dans la gueule histoire de les calmer?
Alors, je sais pas, parce qu'en fait, en même temps, il y a des pays qui sont extrêmement unifiés à ce sujet-là. À la limite que le pays soit de très à gauche ou très à droite est moins gênant pour la stabilité du pays que le fait qu'il soit fracturé. Et on voit qu'en général, les élections comme ce qu'on a en France, typiquement avec 5 candidats à 20%, c'est un truc qui ne peut arriver que quand tu as une diversité ethnique colossale dans le pays, ou alors une diversité d'opinions énorme, Mm. des gens qui ont des modes de vie super variés. Parce que quand tu discutes avec des Russes, moi ça m'arrive, à cause comme j'étais professeur d'arts martiaux russes et que j'ai plein de copains là-dedans que je rencontre via certains métiers de l'intelligence artificielle et des crypto-monnaies, je vois souvent des gens se plaindre, réfléchir à ça et se plaindre quand ils sont dans d'autres pays, mais quand ils sont en Russie, ils disent bah ouais, bah en fait on est tellement tous globalement unifiés, pareil pour les Chinois. C'est des gens qui effectivement vont en avoir vont être fondamentalement ravis et applaudir des deux mains que le pays entier fasse la guerre. J'ai plein de copains russes qui me disent ouais, je suis pas d'accord avec tout ce que fait Poutine, mais en fait ça se fait pas d'en dire du mal parce que en fait là à l'instant T il y a une loyauté à avoir. Le pays est plus important que ce que moi je veux et j'ai beaucoup de potes chinois aussi qui me disent exactement la même chose, qui respectent profondément Xi Jinping en disant en plus il vient du peuple, c'est le genre de CV. Donc ils ont tous une espèce d'aisance à dire bon bah si le pays doit aller en guerre, faut y aller et ça va être difficile. Je sais pas si dans un pays comme la France ou les États-Unis où il y a une telle diversité d'ethnies, d'opinions politiques, de trucs comme ça, je sais pas si on n'aurait pas des gens qui s'élèveraient contre une telle guerre ou un tel financement. Mais en même temps, c'est vrai que le Français moyen n'a aucune idée, même le journaliste moyen n'a aucune idée de où va l'argent, à moins qu'il se pose devant les comptes. C'est tellement un millefeuille administratif que c'est compliqué. Donc, quel est notre budget intelligence artificielle? C'est dur à dire. Ouais. C'est ça, c'est vrai que comme tu dis, si on venait à rentrer en guerre contre, je sais pas, contre le Taboulistan, tous les Taboulistanais vont être complètement contre. Que ce soit que la guerre soit justifiée ou pas, il y a il y a merde, ils vont être unifiés autour de ces gens-là. Et ça va être très problématique. Parce que si un jour on rentre en guerre contre eux en sachant qu'il y a d'énormément d'effectifs dans l'armée qui sont de cette ethnie-là, ça va être très problématique. Regarde comment ça s'est passé au Liban. Je ne sais pas si tu as lu un petit peu sur ce qui s'est passé au Liban. Mais en gros, Alors il va falloir l'armée. être spécifique sur la décennie parce qu'il se passe beaucoup de choses au Ah, Liban. 1975. Ah, 1975. Alors Ce vas-y, qui éclaire-moi, non, je suis ignorant de la question. Alors, en gros, dans les années 40, les Palestiniens ont essayé de prendre le pouvoir en Jordanie. D'accord? Ils ont fait un coup d'État. Le coup d'État s'est très mal passé. Ils ont été foutus dehors. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Palestiniens? Ils ont été se réfugier au Liban. Les Libanais les ont accueillis pour avoir de la main-d'œuvre pas chère. Le problème, c'est que 15 ans plus tard, ils ont provoqué une guerre civile, enfin, même un peu plus que ça. 20 ans plus tard, ils ont provoqué une guerre civile énorme parce qu'ils avaient le droit de s'armer, ils avaient le droit de se former. Ouais. Et donc, c'est ce qu'ils faisaient. Et en même temps, ils attaquaient Israël. Et Juste les pour la Israéliens, réflexion, on est sur combien de Palestiniens sur une population du Liban qui faisait combien de... Enfin, quel ordre de grandeur? non, non, là, je l'ai plus l'ordre de grandeur. Ça fait longtemps que j'ai Est-ce que c'est pas. genre 1% de la population qui vient d'arriver en plus? Ou est-ce que c'est... Non, 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 on est loin d'1%. 1%, c'est énorme. T'imagines Oui, pas. c'est pour Non, ça non, que on je est. demande, est-ce que c'est un truc énorme ou est-ce que c'est, je sais pas, 10 000 Palestiniens sur une population de 10 millions? Quelques dizaines de milliers, mais j'ai Ok. plus les chiffres. Mais surtout que ils arrivaient régulièrement et en plus ils font énormément de gosses. Donc du coup c'est impossible d'avoir des chiffres corrects. Mais en gros ils se formaient, ils se préparaient, ils s'armaient. Il y avait une loi qui avait été qui avait été votée pour les autoriser à faire ça. Et donc du coup ils attaquaient régulièrement Israël. Et Israël évidemment ouais ce sont des Palestiniens mais ils sont au Liban donc on bombarde le Liban. Et du coup, au bout d'un moment, les mecs en ont eu marre, ils ont pris les armes et ils se sont entretués. Donc, ils ont créé une énorme guerre civile donc en 1975. Et le problème, c'est que l'armée, il y avait tout dedans. Il y avait des Palestiniens, il y avait des Libanais, il y avait des pro-russes, des pro-kurdes, des pro... voilà, il y avait de tout. Et du coup, l'armée ne pouvait pas gérer ça. C'était vraiment une guerre civile au premier sens du terme où les Libanais se démerdaient à tuer des Palestiniens et vice-versa parce que l'armée s'entretuait elle-même entre eux. Donc j'en ai fait une vidéo sur le Liban où j'explique le merdier. L'armée a quand même participé à plusieurs combats. Ça a été un merdier assez dingue. Mais en fait, l'armée libanaise était tellement diversifiée
qui ne pouvaient rien faire. Tu demandes à l'armée libanaise, tiens, on va attaquer c'est les rebelles. Ben non, les rebelles, c'est chez moi, en fait, c'est des Palestiniens, ils sont comme moi. D'accord, d'accord. Bon, ben, dans ce cas, on va attaquer les autres. Ben non, les autres, ils sont comme lui, donc c'est mon pote, toi. Et c'était tellement diversifié qu'il n'y avait pas d'attaque possible. Tout comme en France, où tu as énormément de militaires qui disent si un jour on doit attaquer un pays musulman, j'y vais pas parce que c'est mes frères. Ça arrive souvent. Voilà. J'ai vu une fois, une seule et unique fois où le mec a été viré pour ça parce qu'ils avaient le droit de le faire. Ils avaient encore le droit parce que quand tu rentres dans l'armée, l'armée a 6 mois pour te virer s'ils en ont envie. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive absolument jamais. J'ai vu ça une seule fois parce que le mec a dit, déjà c'était le dernier des classes. Il a fait de la merde pendant toutes les classes et en plus il a dit ça à la fin. Donc l'armée avait le droit de le virer. Ils le font jamais, mais là ils ont fait une exception, ils l'ont viré pour avoir dit si on va dans un pays musulman, je refuse. Surtout que là, ils devaient partir en Afghanistan, donc autant dire qu'ils se sont fait un plaisir. Et voilà. Ok, donc on est quand même sur une logique, comment dire, Racial. oui, ben non, mais ça c'est évident, mais du coup, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en plus les fonctionnaires sont invirables aussi dans l'armée. Ça, je savais pas. En fait, comme dans Mais l'éducation nationale, où si t'as tripoté un gamin, on va te mettre derrière un bureau à pousser des stylos, mais c'est tu seras ça. pas viré, C'est quoi. quasiment impossible de virer un militaire. J'ai vu des militaires qui ont fait de la prison. Ils ont été en prison, hein, ils ont fait de la merde et tout. Ils ont été en prison, mais ils étaient toujours dans l'armée. Ils percevaient une solde de l'armée. Comme à la fin, ils n'avaient pas leur BMPE, donc ils n'avaient pas le droit de re-signer, parce que pour avoir le droit de re-signer, il faut avoir fait un certain nombre de stages dans l'armée pendant tes 5 ans. Si tu les as pas fait, tu n'as pas le droit de re-signer. Moi, j'avais fait mes stages, donc j'ai pu re-signer. Mais j'ai vu des mecs qui avaient fait de la prison. Ils ont fini leur contrat dans la prison et ils n'ont pas re-signé uniquement parce qu'ils n'avaient pas pu faire les stages qui étaient obligatoires pour passer, pour pouvoir re-signer. Alors, Non, les mecs enfin, sont pas virables. oui, donc d'une C'est très... certaine manière aussi, face à une telle inertie bureaucratique, finalement, rajouter de l'IA dans l'équation, ça fait que ça peut quand même aussi mitiger un peu les ardeurs guerrières de certains cassos, ceux qu'on recycle en militaire. Je suis désolé de le dire comme ça, j'ai du respect pour la profession, mais j'essaie de regarder ça avec lucidité. Oui, mais Mais c'est vrai. Tu rajoutes de l'IA, après tu retires le côté infanterie, donc tu retires des groupes d'assaut et tu les remplaces par de l'IA. Oui, il n'y a pas ce côté je vais pas le buter lui parce que c'est mon frère. ok. Il n'y a pas ça. Et alors pour terminer sur cette interview, est-ce que tu as déjà entendu des gens parler de soldats augmentés? Parce qu'il y a déjà des gens qui parlent de ça, tu sais, de combinaisons avec de l'IA. Bon, les augmentations génétiques, j'y crois pas trop dans la décennie parce que c'est horriblement compliqué au niveau immunitaire. Je sais qu'en off, il y a des labos qui ont essayé pour booster les performances de sportifs, mais le taux de cancer était tellement élevé que en fait, c'était pire que n'importe... Enfin, il y a des multinationales qui verraient ça et même elle dirait je trouve que c'est abusé. Voilà, mais par contre sur les augmentations avec de l'IA, les implants Neuralink, des interfaces homme-machine avec de la vision nocturne, des choses comme ça. Enfin, on peut imaginer beaucoup de choses avec ça. Ça veut dire aussi que si quelqu'un arrive à trouver des manières de baiser la technologie dans l'avenir, on pourrait avoir des soldats dépendant de la technologie. Tu vois, je pense à quand il y a eu la révolution des parapluies à Hong Kong, par exemple, t'as plein de types qui se mettaient, tu sais, qui se peinturluraient le visage. Ils avaient des genres de t-shirts désiguales à la con, mais pas ceux-là, mais un truc qui ressemblait. Et puis ils avaient des peintures au visage pour que la reconnaissance faciale comprenne pas, quoi. Un peu comme, enfin, un mec qui a une moustache de lait, l'IA n'arrive plus à le reconnaître, alors que sans la moustache, elle le reconnaît parfaitement. Donc on se croirait vraiment Ouais. dans le monde de Superman où tout le monde est berné par une paire de lunettes, quoi. Donc on pourrait imaginer des solutions rustiques pour arriver à piéger des drones pilotés par IA, mais on pourrait aussi imaginer des solutions graves pour pirater l'IA après qui est dans les implants neuraux de certains soldats. Est-ce que les soldats déjà seraient disposés à avoir recours à ce genre de choses? Alors, Neuralink, non, parce que là, ça fait vraiment peur à tout le monde. Les gens veulent pas de ça. Par contre, les gens seraient plus les trucs à l'Iron Man, tu vois. Mais ça, je te dis ça, c'était il y a 20 ans. Je veux dire, ça fait 20 ans qu'on parle de combinaison Iron Man, etc. Le problème, c'est l'énergie. Parce qu'on peut créer
une armure Iron Man, hein, un ingénieur, il va te la créer, il n'y a aucun problème, hein, il te fait ça en une semaine. Par contre, elle va tenir 20 minutes, la Oui, batterie. d'ailleurs, il y a déjà des mecs sur Internet qui s'amusent à faire ces trucs-là, genre Colin Oui, Furze ou des mecs comme ça. Les mecs, ils sont toujours en mode mais, j'ai mais créé comme un lance-flamme maison et, et le mec, il met du napalm derrière un kart et il va sur la route de campagne comme ça. Oui, mais Oui, oui, c'est ça, mais combien le ça problème, pèse, oui. c'est ça, c'est l'énergie. À partir du moment où on aura assez d'énergie pour faire un petit peu ce qu'on veut comme ça, où on aura une nouvelle source d'énergie, les armures Iron Man, t'en auras, des fusils laser, t'en auras, t'auras tout. Parce que les fusils laser, mine de rien, tu peux en avoir, mais pourquoi est-ce qu'ils sont montés sur les chars et ils sont montés sur les navires, etc. Parce que la batterie qui fait tourner ce machin-là, faut voir un peu la gueule du machin, quoi. Et pour recharger la batterie, ça se fait pas en 3 minutes, hein. Oui, puis au final, quel est l'intérêt vu que déjà une balle de calibre 5,56 fait déjà énormément de dégâts et c'est pas Bah, le nerf de la guerre de toute façon, quoi. l'intérêt, c'est d'avoir uniquement de l'énergie pour faire ça et la portée. La portée, tu peux faire ça à des kilomètres vraiment. Mais oui, comme tu dis, à ce niveau-là, une balle pour l'instant, ça fait le taf. Ok, donc ça nous amène en fait en gros à des tas de réflexions après sur la place de l'IA et la responsabilisation. Ça veut dire que, enfin, si je comprends bien, en gros, le soldat moyen en fait sera même pas au courant en fait qu'il y a de l'IA ou il se posera même pas la question en fait. C'est ça. Le gros avantage de l'IA, c'est la déresponsabilisation. Parce que quand tu es devant quelqu'un et que tu dois le tuer, tu vas devoir vivre avec ça toute ta vie. Il y en a certains qui s'en battent les couilles et d'autres qui s'en battent pas les couilles. Alors, s'en battre les couilles ou pas, c'est statistique. Une femme sur 20 n'aura aucun scrupule à avoir tué quelqu'un et un homme sur 10 n'aura aucun scrupule à tuer quelqu'un. D'accord? Mais ça, c'est tu es devant la personne, tu prends ton fusil, tu tires. Et dans ce cas-là, 9 hommes sur 10 ne supporteront pas d'avoir fait ça. Par contre, à partir du moment où tu ne vois pas ce que tu fais, ce qui se passe justement avec les drones, hein, où tu vois le groupe, tac, et tu perds la transmission un quart de seconde avant l'explosion. Tu ne vois pas ce que tu as fait. Et du coup, tu as aucun problème à vivre avec ça. Ça, plus le fait que y a une haine énorme qu'il y a entre les Ukrainiens et les Russes, fait que il n'y a pas de problème pour vivre avec le fait d'avoir tué des gens. À partir du moment où tu donnes une haine et en plus tu ne vois pas, c'est pour ça qu'il y a des communautés en France qui n'ont aucun problème à tuer des Français parce qu'ils nous haïssent profondément. Si en plus tu retires ce facteur-là, il n'y a aucun problème. Par exemple, comme on en parlait, celui qui avait balancé la bombe, la Little Boy sur Hiroshima, n'a eu aucun problème. Il n'a eu aucun stress post-traumatique pour avoir fait ça. Pourtant, il a tué combien de personnes avec ça? Alors que celui qui Bon. a lancé Fatman, lui s'en est voulu toute sa vie, c'est ça ou... Non, non, il s'en est battu les couilles. Les C'est deux? celui qui a créé. Oui, oui, il s'en est battu les couilles, littéralement. Mais c'est Par contre, c'est le même mec qui a lancé les deux bombes? non, 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 c'est pas le même. Oui, Je voilà, pense mais parce pas. que il me semble que l'autre, celui qui avait lancé Fatman, la deuxième bombe atomique, lui, avait témoigné aussi, mais avait pas du tout le même son de cloche. Mais il faudrait que je Ah ouais, revérifie. d'accord. Mais, Peut-être que je confonds avec un autre, avec un autre bombardement et que c'était pas le bombardement ouais. infâme de la bombe atomique. C'était peut-être pas Bah, celui-là. bah, Faudrait que je revérifie. peu importe, mais en tout cas, le mec, celui qui avait balancé, à ce que j'en ai lu du moins, il a balancé sa bombe, il a causé des dizaines, des centaines de milliers de morts, et il s'en est absolument battu les couilles. Parce que bah, il appuie sur un bouton, et puis après, bon, bah, voilà, il voit pas ce qui se passe, il s'en va, et puis voilà. Mais ça, tu vois ça souvent aussi avec les tireurs mortiers, toi, les mecs qui ils tirent, mais ils voient pas le résultat. Donc, du coup, il n'y a pas de stress post-traumatique, ils s'en battent les couilles. Contrairement aux tireurs de précision ou aux mecs qui voient vraiment dans sa cible. J'avais eu le cas, donc c'était l'un de mes chefs de groupe. Lui, il était tireur de canon de vin. Il avait shooté un groupe entier d'insurgés. Ils étaient à 2 kilomètres. D'accord. Donc, un canon de vin, c'est une grosse mitrailleuse qui se monte sur VAB. Et il voyait donc à la thermique les cibles. Il a explosé les cibles. Et lui, par contre, gros stress post-traumatique. Il est rentré au régiment. Il a dû aller de sa poche payer un psychiatre pour que ça aille mieux. Et il s'en est voulu toute sa vie. Donc, je l'ai connu, c'était en 2010. Il s'en est tout le temps voulu. Tout comme j'avais connu des mecs qui, pareil, ils avaient tué des gens, mais par contre, c'était à 3-4 mètres de distance. Ils s'en sont voulu toute leur vie. Voilà. Nous, par contre, donc dans l'infanterie en Afghanistan, donc notre groupe de combat, c'était différent parce que je t'en avais parlé. Nous, on était à des distances assez courtes, mais quand on se faisait tirer dessus, c'était boule de feu. On tirait comme des enculés hein, à travers les portes, les fenêtres, les arbres, on tirait. Et à la fin de la journée ou de la semaine, on nous disait bon bah votre groupe, ils ont buté, je sais pas, trois personnes.
Et à la fin donc des 6 mois d'Afghanistan, on savait que notre groupe ou notre section avait tué tant de personnes. Et donc, du coup, chaque militaire qui avait participé aux opérations récupérait un quota du nombre de morts. Personne ne savait, hein, de chez nous, personne n'a jamais su s'ils avaient tué quelqu'un. Les seuls qui savent, c'est les tireurs d'élite. Ils savent qu'ils ont tué personne. Ils ont raté leur coup à chaque fois. Nous, par contre, on a eu un quota de morts qu'on a provoqué là-bas. Et j'ai aucune personne de chez nous qui a eu de stress post-traumatique. Ouais, donc Parce le qu'on n'a pas contexte vu les mecs. joue. Waouh, ah ouais. Parce qu'on voyait pas qui on avait tué. On savait pas qui avait tué qui. Donc on savait qu'on avait tué tant de morts, on savait qu'on avait récupéré un quota. Chacun, en fait, on considérait que chaque personne, chaque militaire avait tué tant de personnes. Donc on avait récupéré uniquement un quota, mais on savait pas combien de personnes on avait tué individuellement. Donc du coup, tout le monde s'en est battu les couilles. Tu vois. L'IA, ça va être ça aussi. Tu appuies sur un bouton, tu balances 50 drones pour attaquer des mecs en face. Il n'y aura pas de problème de stress post-traumatique. Tu sais que les drones que tu as envoyés ont tué tant de personnes, mais les mecs en face, tu les hais, donc du coup, ça aide beaucoup. Et en plus, tu ne les vois pas. Tu ne l'as pas provoqué directement. Tu as juste appuyé sur un bouton. Tu vois? Il y a pas, tu vois pas dans l'optique le mec en face tomber. Tu vois pas le gosse pleurer en courant vers son père. Tu vois? On a eu ça chez nous. On a eu ça au deuxième RIMA. Il y a un Waouh. gosse qui est venu pleurer sur son père. Oui, forcément, ça te marque pas de la même manière. Et, ouais. Mais alors, du coup, c'est marrant parce qu'il y a vraiment. J'ai pas de terme exact pour ça. Que les anglo-saxons appellent ça accountability, c'est-à-dire assumer les conséquences de ses actes. Ce qui est intéressant parce que c'est la plupart du temps, dans les chaînes de commandement modernes, que ce soit en entreprise, dans les gouvernements, dans les crises financières, c'est toujours des gens qui ont un bénéfice si jamais les choses se passent bien, mais qui n'assumeront pas la perte si jamais ça se passe mal. Et c'est un peu Mmh. pareil pour les pertes humaines. Donc du coup, je me demande si on va arriver à une guerre tellement cynique qu'il y a zéro responsabilité, tu sais, mais limite, tu sais, ça me rappelle cette BD très cynique qui s'appelle Oglaf, tu sais, où le prince épouse une princesse, puis il lui dit, écoutez, je suis un très mauvais amant parce que je l'ai jamais fait, alors je vous ai trouvé un bon amant à la place, donc t'as un elfe gaulé comme un dieu et tout, puis t'as la princesse qui a, ah bah écoutez, c'est formidable parce que moi non plus, je savais pas bien, alors je vous avais apporté une escorte de tel village et tout pour être sûr que, puis en fait du coup t'as le marié et la mariée qui regardent les deux escortes en train de baiser, tu sais, genre super bien, et puis ils sont là genre, ah on est beau quand même à regarder, et je me dis et je me dis, est-ce qu'on va arriver vers une guerre du coup où en fait finalement ce sera bon, bah amenez vos drones à tel endroit, bah moi j'amène les miens aussi, puis en fait on va les regarder se friter. Il y aura un jeu d'échecs complètement géré par algorithme, mais très très peu de responsabilité personnelle, et peut-être même du coup, enfin en fait, il y aura des morts dont tout le monde se fout, et qu'on n'entend pas médiatiquement parce qu'en plus l'IA aura des capacités de plus en plus difficiles à remettre en question sur la génération de vidéos et sur en plus la falsification de preuves. Enfin, je me demande quelle gueule prendra la guerre du coup, et si même il pourrait y avoir de petits acteurs, parce que là du coup on se demande comment une armée peu financée ou avec peu d'effectifs et peu de technologie pourrait lutter contre une suprématie chinoise ou américaine, par exemple. Je sais pas, Il y a, mais est-ce que la France aurait même les capacités, vu à quel point on est en retard en IA déjà? il y a plus de capacité aujourd'hui parce que empêcher les Américains de tenir un pays comme l'Afghanistan, comme ce qui s'est passé, aujourd'hui ça marchera plus parce que il y a un coup de feu à tel endroit, tu envoies un drone, tu lui pètes la gueule, c'est finex. C'est tellement plus simple aujourd'hui pour une armée moderne de gérer de la contre-insurrection qu'aujourd'hui il y aura plus de tout ça en fait. Ça va être là où vraiment les drones, on se rend pas compte encore à quel point ça a changé la guerre. Tu aurais eu les drones d'Ukraine en Irak ou en Afghanistan il y a 15 ans, le pays, il y a plus d'insurgés. Tu nettoies tous les insurgés en 2 semaines. Tu vois, on ne se rend pas compte, mais ça a vraiment tout changé. Tu balances 40 drones au-dessus de la ville. Dès que le drone capte un coup de feu, il va sur place, il regarde ce qui se passe. Si le mec est dans la baraque, il prévient l'infanterie qui va nettoyer la baraque. Si le mec sort dans son jardin pour essayer de se barrer, le drone le voit. Enfin voilà, tu imagines un système de surveillance complet avec une capacité à détruire incluse. C'est incroyable. Ouais. Imagine une caméra qui te surveille toute la journée et dès que tu fais un faux pas, il te tire dessus.
Voilà, c'est le système le système contre-insurrectionnel parfait. Pourtant, les soviétiques avaient le système parfait et là, ça s'est fait, ça s'est fait grand remplacer. Et alors pour terminer, du coup, comment se passerait une guerre si une telle guerre, enfin, comment se passerait un conflit armé sur l'après? C'est-à-dire que là, tu as dit, en gros, c'était passionnant, tu as dit, bah, en gros, les Américains ont pris l'Irak et il n'y a pas eu de problème. Ils ont eu un problème à tenir l'Irak à cause de Hmm. l'attrition, à cause de la logistique et du bordel. Euh, Comment est-ce que l'usage de ces technologies pourrait avoir un intérêt aussi bah, pour la surveillance massive, j'imagine, quand on veut tenir le pays. Mais est-ce qu'il y a d'autres pistes que tu envisages qui changeraient bah, la réalité des zones bah, qui sont plus vraiment des zones de conflit armé, mais qui sont quand même des zones occupées, dirons-nous? Je vois pas, je comprends pas. Bah, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aurait des drones qui sont chargés de surveiller tous les civils pour Bah vérifier oui. qu'ils filent droit? Est-ce qu'il y aurait usage massif de l'IA pour fliquer les communications? Autre chose? Est-ce que du coup, du côté des combattants qui maintiennent l'ordre pendant la transition de pouvoir, est-ce que ça changerait aussi la donne avec de l'intelligence artificielle? Alors déjà, les combats contre-insurrectionnels, on n'en a plus pour l'instant. Est-ce que ça va encore revenir? Et parce que à partir du moment où tu as cette capacité, est-ce que tu vas vraiment avoir des rebelles qui vont prendre le risque de lancer une offensive alors qu'ils savent qu'il y a 40 drones au mètre carré? Tu vois, est-ce que, en gros, est-ce que la guerre contre-insurrectionnelle peut encore exister aujourd'hui avec l'arrivée des drones? Ça, j'ai un peu de mal à imaginer. Imagine que toi, là, tu es un rebelle contre le méchant oppresseur. Tu sais que tu as des drones partout au-dessus de toi. Est-ce que tu prendras le risque de te sortir un fusil? Tu vois? En sachant que, ouais, au mieux, tu vas tuer un militaire, mais par contre, tu es sûr et certain de mourir. Oui, 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 c'est passionnant. Ouais. Je me demande, et là, c'est vraiment la blague, parce que je sais que tu as un peu fait d'arts martiaux au corps à corps, mais euh, comment dire? Tu sais, on a des moyens de tromper un peu les IA. Il y a des IA maintenant qui repèrent quand les gens volent dans les supermarchés, mais ils repèrent des patterns style je mets le truc dans ma poche, etc. Mais par contre, Ouais, ces IA-là, quand tu n'agis pas comme un voleur, c'est-à-dire quand t'es pas en train de regarder autour comme ça, ouais, ouais. mais que tu es simplement en train de te balader et qu'en fait tu mets le truc dans ta poche et puis en même temps tu es en train de faire autre chose, puis tu manges l'air de rien et tu es en train de boire ton coup, bah en fait tu as l'air tellement naturel que l'IA ne... En fait tu crois à ton mensonge et du coup comme tu ne crois pas que tu es en train de voler au truc, ça se traduit dans ton langage corporel. Et on sait aussi que bah, un bon voleur c'est quelqu'un qui a... Quand tu veux berner un agent de sécurité, faut pas que tu aies l'air de porter un flingue sur toi, faut que tu aies une manière de te tenir qui fait que tu as l'habitude de le porter, que tu fais même plus attention. Et donc je me dis, il y aura peut-être des types qui vont apprendre à bouger avec une arme sans que ça se voit pour être le plus discret possible. Il y aura peut-être des assassinats politiques que l'IA peut pas repérer. Je me demande. Bon là, c'est vraiment de la Ouais. prospective science-fiction quoi. Alors, le fait de porter une arme, oui, il y a des patterns vraiment pour ceux qui n'ont pas l'habitude de porter une arme, hein. Il y a des cours justement qui expliquent comment repérer quelqu'un qui porte une arme sur lui. Et je te dis ça, le cours, je l'ai vu il y a 15 ans, c'était en 2010. Tu vois, donc c'est facile de deviner si quelqu'un a une arme sur soi. Mais par contre, comme tu le dis, oui, si quelqu'un a l'habitude d'avoir une arme sur lui et qu'il agit normalement avec son arme, oui, en effet, ça devient difficile. Quand je dis que repérer quelqu'un avec une arme, sa façon de s'asseoir, sa façon de regarder autour de lui, sa façon de mettre sa main tout le temps sur son arme pour savoir si elle est bien là, c'est des trucs que ceux qui n'ont pas l'habitude de porter une arme font. Et c'est des choses qui peuvent se repérer pour quelqu'un qui porte une arme de manière légale ou pas et agir en fonction. Un violeur, toi, s'il voit quelqu'un qui agit comme ça, il va pas violer comme ça dans la rue. Tu vois? Ouais, c'est intéressant. D'ailleurs, ça va te faire rire, je pense, comme anecdote, mais parce que on a des IA aussi comme ça qui repèrent un peu les comportements suspects dans le métro. Et j'avais vu une expérience sociale qui était là pour prouver qu'il y avait un horrible racisme en France. Je sais plus quel journal avait fait ça, mais ce serait facile à retrouver sur Google. En gros, je crois que c'était le Parisien, mais je suis pas sûr. Mais c'était un journal de ce genre-là. Et donc il montrait un premier journaliste qui était caucasien et qui donc volait un vélo avec une... Il essayait de scier un antivol, puis il le faisait vraiment comme ça. Et puis le but c'était de voir combien de temps il allait se passer avant que des gens viennent appeler la police. Puis en fait, bon, au bout d'un moment, il y a une femme qui vient voir, genre, pourquoi vous sciez cet antivol, monsieur? Genre, bah, c'est c'est le mien et j'ai oublié la clé. Ah, d'accord. Et puis en fait, après, ils mettent un autre type typé peut-être plutôt maghrébin, Afrique du Nord. Et puis bah, le journaliste en fait dit, ah, j'ai fait exactement la même chose et moi tout de suite, tout le monde est venu me voir. Et en fait,
le témoignage est d'horrible mauvaise foi parce qu'en fait tous les gens qui ont vu la vidéo voient ça et en fait le journaliste typé maghrébin coupe l'antivol mais il fait tout le temps comme ça en même temps, il est en train de regarder autour et il fait un non-verbal de personne qui veut se faire attraper quoi et c'est intéressant parce que du coup bon on voit bien alors bon là en l'occurrence la démonstration pour dire il y a énormément de racisme parce qu'on a fait la même expérience était grotesque parce que il y a peut-être du racisme en France mais ce serait intéressant de le prouver avec 2 échantillons équivalents et pas avec un type qui fait ouvertement tout le non-verbal d'un délinquant. Mais du coup, c'est intéressant. On peut imaginer dans l'avenir peut-être des mecs qui arriveraient à berner les IA avec vraiment une manière de bouger super fine et avec des patterns un peu spéciaux qui sont repérables par un humain, mais qui pour l'IA l'induisent complètement en erreur. Voilà. Ce qui serait marrant, c'est de dire à une IA, bah tiens, c'est un drone ou quoi, tiens, tout ce qui est un peu trop bronzé, tu fusilles. T'as l'armée française qui est envoyée, la moitié est fusillée. Je serais pas étonné qu'on trouve des IA comme ça dans certains pays, parce que par exemple en Russie, ils ont en Russie, dès que t'as un YouTuber qui dit bah moi donc il est noir hein, vraiment et il vient, je suis américain, mais là je viens ici, bon. On voit vraiment les regards dans la rue et on voit que les Russes sont pas du tout habitués. Moi ça m'est arrivé au Mali d'aller tourner dans un village où les mômes n'avaient jamais vu de cheveux pas crépus, donc les gamins venaient tous me toucher les cheveux et comprenaient pas. Je me demande si on risque pas d'avoir aussi dans des guerres ethniques entre personnes qui se ressemblent pas des trucs, enfin une guerre façon Tutsi et Hutu, mais avec de l'IA qui fait le repérage automatique, puis avec en plus tout ce qu'il peut y avoir quand c'est 2 ethnies qui sont assez proches, il peut y avoir un truc absurde. Alors lui, il a une bonne tête de... Mais non, pas du tout. Je me demande si on risque pas d'avoir aussi de l'IA qui donnerait les moyens de leur délire à des gens vraiment sanguinaires et pour le coup vraiment bas du front avec enfin voilà, je suis intéressé par ce que l'avenir nous réserve et curieux. Ouais, ça aurait été très drôle d'avoir ce genre d'IA au Rwanda, ouais, ça aurait été marrant, ouais. Bah parce que les Tutsis et Hutus ont quand même plus de ressemblances, par exemple, que, je ne sais Oui, pas, c'est ça. un conflit multiethnique dans une société où il y a des Maghrébins, des Africains subsahariens, des Asiatiques, des Indiens, des Blancs caucasiens, des Scandinaves. Enfin, là, il y a quelque chose de plus identifiable, alors qu'entre des Tutsis et des Hutus, il y a quand même... Enfin, Il y a rien, il y avait rien. bah, c'est des gens qui se sont quand même métissés quand même. Il y a eu une endogamie, mais avec du métissage sur des années. Puis il y a la même couleur de peau, il y a une C'est ça. culture commune quand même. Donc je me demande. Mais après, souvent ça, ce sont des guerres qui sont des guerres tribales avec de la technologie récupérée. Donc Bah, tout s'est fait à la machette, hein. Les 800 000 morts, ça a été entièrement avec des oui, machettes, hein. voilà. Donc, bon, là, on parle vraiment de technologie low cost. Oui, on peut Mais en tout cas, supposer. l'IA pour l'instant pour l'armée, c'est pas encore ça. C'est pas encore ça. Les drones pilotés par IA, pour l'instant, ça marche pas. Il y a eu des tests, hein, ça a plutôt bien marché, mais il y a quand même eu des morts du côté qu'il fallait pas. D'un point de vue apprentissage de la stratégie, pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc, j'ai pas regardé, mais d'un autre côté, voilà, tout ce qui est stratégie en Russie et en Ukraine, j'avoue que voilà, ça piétine à mort, hein, et les mecs savent pas comment débloquer la situation. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'IA qui vaut vraiment le coup. J'ai rien vu, en tout cas, de vraiment concluant, militairement parlant. Donc là, toute la vidéo, toute la discussion qu'on a eue, c'était estimer ce qui pourrait arriver le jour où l'IA sera vraiment opérationnelle. Mais pour l'instant, bah, malheureusement, il n'y a rien de Ouais. vraiment concret, en tout cas. Ouais, bon, bah c'est des choses qui risquent de continuer. Et puis après, bon, on a un autre problème avec des dilemmes du tramway en plus, parce qu'on a quand même quand tu poses des questions de façon dilemme du tramway en disant à des Chinois, bah alors attendez, votre voiture, en gros, là, elle peut vous planter dans le mur pour vous protéger, enfin pour sauver en fait une personne qui traverse parce que votre voiture n'arrive pas à freiner. Est-ce que votre voiture doit écraser le passant ou est-ce qu'elle doit vous sacrifier? Et en fait, quand tu poses la question à des Chinois, à des Canadiens, à je ne sais pas, à des Allemands, même des gens d'Union européenne, hein, entre les Allemands, les Français, les Scandinaves et les Italiens, c'est pas du tout les mêmes réponses. Ouais. Et donc,
Voilà, les Canadiens évidemment sont les plus progressistes en disant ah non il faudrait vraiment bah tant pis oui je vais mourir mais il faut quand même pas tuer quelqu'un avec ma voiture. Là où les Chinois disent bah c'est ma putain de voiture donc même si c'est une dame enceinte qui porte un panier avec des bébés chiots je m'en fous tu m'éclates tout ce beau monde mais tu me protèges tu es ma voiture. Mais voilà Je serais plus là-dessus, moi. ouais, bah, et les Allemands disent mais pourquoi il y aurait un problème? Nous on fait des voitures qui fonctionnent, on a des freins qui marchent. Mais plus sérieusement, c'est intéressant parce que ce genre de problèmes font que les questions éthiques ou les incertitudes de décision d'une intelligence artificielle à une autre vont être sacrément différentes probablement d'une armée à une autre. Donc je me demande aussi si on va pas au devant de gros conflits de philosophie entre deux armées qui se retrouvent à travailler entre elles. Enfin, est-ce que toi, ça t'est arrivé, par exemple, en Afghanistan, d'interagir avec des armées d'autres pays, puisque c'était une coalition Bien sûr. On a travaillé avec l'armée du Portugal, l'armée nationale afghane, l'armée américaine sur plusieurs pays. Et ça se passait pas, en fait, parce qu'on travaillait pas vraiment avec eux. C'est-à-dire que on avait leur appui, on utilisait leurs hélicoptères, on utilisait leur matériel, mais on travaillait pas vraiment avec eux. Parce que bah, on pouvait pas travailler avec d'autres armées. Il y avait pas de, ça pouvait pas le faire. Enfin, on travaille pas du tout de la même façon, en fait. À partir du moment où tu travailles pas de la même façon, tu peux pas travailler avec. Un truc tout con. Euh, en parlant de pas travailler de la même façon. Oui. J'étais en Centrafrique, donc du coup, on devait tenir le pays, etc., empêcher les mecs de s'entretuer. Donc c'était une guerre entre les musulmans et les catholiques. Et on devait être là, mission de présence, et les empêcher de se tuer, etc. Donc voilà. Et au bout de 2 mois, on nous a dit, bon, bah, les gars, vous êtes gentils, mais vous dégagez. Vous partez en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que là, il y a une grosse mission interarmée, donc il y a plein de pays de l'OTAN qui sont envoyés, et grosse mission pour prendre le pays, blablabla. Donc on a été en Côte d'Ivoire à cause de ça. Arrivé en Côte d'Ivoire, bon alors, la mission en Centrafrique, ça s'est bien passé ou pas? Ah bah elle a déjà été annulée. Bah pourquoi? Parce que tu as tel pays qui travaillait, bah, quand il faisait des patrouilles en véhicule, il tirait sur sur les villages des Centrafricains. Et juste, bah, il les déteste, hein, c'était un pays arabe évidemment, il les déteste, donc du coup il tire dans le tas, et en plus, bon, bah, ça fait un peu moins d'Africains, donc potentiellement moins de combattants en face. Et les Américains, ils ont dit, mais enfin, même plein d'autres pays, ils ont dit, mais on travaille pas comme ça. Enfin, vous pouvez pas tirer sur les pauvres petits civils qui ont rien demandé. Mais c'est pas des civils, là, c'est des connards non armés. Tu vois, un petit peu le délire. Et du coup, la mission a été annulée pour ça. Parce que, je sais plus c'était quel pays faisait ça. Mais en tout cas, pour eux, ils traversent, ils passent devant un village, ils devaient balancer des grosses rafales d'enculés dans le village, histoire de dire, on ratisse un peu, toi. Et les autres armées ont dit, ben non, on peut pas faire ça. Et comme eux, ils voulaient travailler comme ça, du coup, ils ont dû annuler la mission. C'était en Centrafrique en 2014, ce truc-là. Ouais, je me demande ce que ça donnera du coup quand on aura quand on aura du coup de la technologie, parce que tu es obligé quand tu entraînes des IA. Quand on a des prises de décision automatisées, quand tu entraînes une IA, tu es obligé de choisir en fait ce qui est une bonne réponse et une mauvaise réponse. Donc je serais très curieux de voir comment dans l'avenir on va avoir euh, comment pourrais-je dire cela, quelques différences de philosophie produits entre ce que font les Américains, les Russes, les Chinois. Je peux supposer que l'UE sera très alignée sur l'Amérique parce que c'est souvent le cas, on est un peu vassalisé, mais je serais très étonné je serais très étonné qu'il n'y ait pas d'énormes différences et je serais curieux de voir et pas du tout impatient au contraire, mais ça risque d'être un bain de sang sur des conflits entre Inde et Pakistan par exemple, des pays assez proches culturellement pour être assez éloignés pour se détester et assez proches pour se détester quand même avec raison. L'Inde et le Pakistan, c'est une grande histoire d'amour, hein. Je sais pas si tu connais un peu Oui, l'origine du conflit, mais ça pouvait pas bien aller, hein, de toute non, façon. non, mais bien sûr, ça c'est trop long pour cette vidéo, mais bien sûr, Mm. comme tous ces pays frères très très proches qui trop proches pour que je t'aime bien et assez loin quand même pour que j'ai envie de te faire du mal. Enfin, ouais, il y a un truc, il y a un conflit, une mimésis girardienne de ce côté-là. Je vais détruire mon reflet déformé. Ouais. Mais je serais intéressé par refaire un podcast dans quelques temps, peut-être années, pour voir comment Ouais. évolue l'intelligence artificielle de ce point de vue-là. Comment ça aurait évolué déjà?
Parce on voit que bon, il y a d'autres pistes en dehors des drones, évidemment. Ce podcast a été consacré majoritairement à ça, mais à l'analyse, la surveillance et peut-être même l'augmentation des soldats dans quelques temps. Il y aurait quelque chose de très riche enfin, à Ouais, débattre là-dessus. faut savoir que régulièrement, bah, je demande à Grok ou à ChatGPT donc des cours sur, je sais pas, sur l'enseignement, sur les trucs comme ça. Et à chaque fois, c'est de la merde. Sur les trucs communs, faciles, tu demandes un cours complet sur le T3C, alors là, il va te faire 5 pages, c'est ultra propre, c'est ultra carré, c'est ultra bien. Parce que le T3C, c'est commun, tout le monde connaît en fait. C'est très facile d'avoir beaucoup de renseignements. Sur les trucs beaucoup plus pointus, il est complètement aux fraises. Et sur certains sujets que je connais bien, je lui ai demandé, je sais pas, sur le combat à la lampe, sur le combat, enfin, sur des trucs un peu plus, moins communs, on va dire, il est complètement aux fraises. Il comprend rien, en fait. Et des fois, souvent, il va te dire des trucs complètement inversés de ce qu'il faudrait faire, en fait. Donc, pour l'instant, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas assez de renseignements pour l'alimenter. Mais le pire, c'est, tu lui demandes des situations un petit peu complexes, des situations militaires bien spécifiques, il n'y a aucune chance parce qu'il faut l'entraîner à ça. Et pour l'instant, ce que j'en ai vu, il n'y a pas d'IA qui ont été formés correctement à tout ce qui est stratégie. Parce qu'en plus, oui, moi, je lui demandais des trucs sur la tactique. La tactique, c'est pas très compliqué non plus. Hein. Sur les sujets que je lui ai demandé, c'était pas non plus des trucs ultra complexes. La stratégie, c'est extrêmement complexe. C'est vraiment beaucoup plus complexe que la tactique. Donc forcément, ça va être très compliqué pour une IA de se former à ça. Oui, et puis après, bon, alors il y a deux choses là qui me viennent en tête, c'est que premièrement, il y a toujours un décalage entre le moment où une IA arrive sur le marché et le moment où on le voit chez les civils. Mais il y avait une IA qui s'appelait Aladdin, qui était un chatbot qui faisait de l'analyse et des prédictions pour les gouvernements et les armées, qui existait déjà largement avant ChatGPT et qui n'était pas déconnant. C'est juste que ça a pas surpris les gens qui avaient bossé là-dessus quand ils ont vu ChatGPT. Par contre, le fait que ce soit arrivé pour les civils, ça a été une révolution. Et puis, il y a un autre problème, c'est que ça dépend du type de données avec lesquelles tu entraînes ton IA. Et le principal problème de ces IA-là, c'est elles sont pas du tout dans le même délire. Enfin, il y a des IA pour traiter de l'image, des IA pour traiter de la tactique. Et en fait, comment tu veux avoir une IA qui imagine du déplacement, c'est-à-dire qu'il faut un réseau de neurones récurrent qui traite l'information dans le temps à plusieurs étapes, N+1, N+2, N+3, et en même temps un réseau qui traite les images. Enfin, c'est délicat Et quand même. même, et même toutes les données à filer à ton IA. Parce que oui, j'ai une unité qui se trouve à tel endroit. Et l'IA va dire, bah, tu envoies ton unité à tel endroit, il s'occupe de cette place-là, oui. Il dit, ouais, mais mon unité, en fait, il manque un tiers du personnel, l'autre tiers, ils sont fatigués, ils ont la moitié de leur munitions qui leur manque, ils ont plus de ration de survie, ils sont pas en état. Et toi, il va falloir faire comprendre en même temps tous les détails à donner à une IA. Dit, ok, bah tu le prends, tu l'emmènes là. Oui, mais en fait, ce point a été détruit. Bon, bah tu passes par ici, etc. Ouais, mais cet endroit-là est miné. Oui, mais toi, il y a tellement d'informations à donner à une IA pour lui faire comprendre vraiment la situation et lui faire dire, enfin, qu'il te dise à la fin la bonne solution. Pour moi, c'est ça qui va être le plus compliqué, donner toutes les informations nécessaires pour que ton IA soit fonctionnelle. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, Et même, très clairement, ouais. fais ça, ouais, mais il faut savoir aussi ce qu'ils ont en face. Est-ce qu'ils ont du mortier? Est-ce qu'ils ont des tireurs de longue distance? Est-ce qu'ils ont du drone? Est-ce qu'ils ont les moyens? Est-ce qu'ils ont du génie? Est-ce que voilà. Donc l'IA qui va te permettre de gérer de la stratégie, pour moi, ça va être très compliqué. Mais après et tout, bon, il y a bien des humains qui réussissent à le faire. Bon, ils se plantent une fois sur deux, mais Bah, ouais, ça dépend, parce qu'il y a des gens, des fois, tu les vois et tu te dis, bah, lui, il mériterait d'être remplacé par un robot tant il est incompétent dans son métier et tant il est indigent, mais en même temps, quand les humains sont très à droite de la courbe de Gauss, c'est-à-dire beaucoup plus en avance sur leur temps, bah, comme l'IA a subi un nivellement perpétuel par la médiocrité, si t'es très en avance et que une rockstar, par définition, ton opinion est trop rare pour être considérée comme étant valable dans l'échantillon statistiquement médiocre de ce que l'IA va récupérer. Donc bon, c'est... Et puis en plus, les IA pour l'instant sont pas très bonnes pour faire des architectures. Elles sont pas capables de te faire un roman dans lequel elles vont te poser un indice à la page 14 pour qu'ensuite il y ait une chute à la page 28. Genre, ah, c'est pour ça que la moustache du mec était bleue, etc. Le fusil de Chekhov, ah ouais. Voilà, tu peux lui écrire un truc, mais pareil en informatique, tu peux lui dire, vas-y, écris-moi une fonction.
Et tu peux articuler les fonctions toi-même si tu sais ce que tu fais et que tu es un bon développeur, mais tu peux pas lui dire de faire une architecture système complète parce que là, ça va être dégueulasse. C'est pareil, si tu lui demandes de faire un roman, les trucs vont être insipides, génériques et compagnie. Faut être hyper précis dans ce qu'on lui demande. Et donc, bon, du coup, ça. En fait, les écrivains que j'ai vus écrire des bons livres avec de l'IA sont des gens qui, déjà, de base, avaient un niveau pas dégueulasse sans l'IA, en fait. Et donc, je pense que les stratèges augmentés avec. Enfin, les stratèges augmentés par l'IA sont ceux qui seront bons, sont ceux qui étaient déjà des bons stratèges avant, quoi. D'accord, parce que là, actuellement, les bons stratèges, donc tu prends un très bon stratège, Ouais. il se plante 30% du temps. Putain. D'accord. On considère qu'un stratège est un bon stratège s'il se trompe 30%. Donc il a raison dans 70%. Imagine, Ouais. il ne s'est trompé qu'une fois sur trois. Tu Mais vois? tu sais, à un moment, j'ai eu la folie de vouloir passer pro au poker une fois dans ma vie, et je jouais 8 heures par jour, 14 tables à la fois, et j'ai vite compris que j'avais pas du tout envie de faire ça qu'à 8 heures par jour, en fait. Meilleur moyen de voir si t'es taillé pour le job, c'est de le faire autant de temps. Ouais. Mais c'est marrant parce qu'il y avait des tournois qu'on appelait les spin and go, enfin un type de jeu qui s'appelait le spin and go. En fait, quand on était à 30% de perte, c'était la stat, et quand on était à 35% de victoire, on était un joueur de classe mondiale. Ouais, ouais. Et ça se jouait à très très peu de choses. Il y avait vraiment des tueurs à 38, mais c'était hyper rare. Et même, enfin, dès que le système est chaotique, en fait, c'est normal d'avoir un taux de défaite très élevé et un taux d'erreur élevé aussi, parce que quelque part, même dans les startups, Y Combinator, un incubateur de startup qui fait surtout de la tech, une fois, j'avais passé les sélections, on était arrivé au second tour, et le type nous a dit, ne le prenez pas personnellement si on vous prend pas. Nous-mêmes, on est très mauvais pour savoir si les gens sont bons ou pas, parce que, en fait, concrètement, nous-mêmes, en fait, on a plus de 60% des boîtes qu'on recrute et on pense que ce sera la prochaine licorne qui en fait non périclite complètement et ne rapporte jamais d'argent. Donc nous, si on a 40% de la promo d'une année qui vraiment finit par être une boîte productive, on estime qu'on est les rois du pétrole, quoi. D'accord. Donc, enfin, voilà. Donc ils ont un taux d'échec à 60%. Ouais, ouais, d'accord, je vois. Donc finalement, ton 70% de réussite pour un stratège, c'est déjà, je trouve ça déjà exceptionnel. C'est ça. C'est ça. C'est système chaotique. As-tu un mot de la fin, puisque j'ai couvert toutes les questions que j'avais prévu de te poser? Non, c'est bon, ça devrait aller. Merci de m'avoir invité, tout ça, blabla. Voilà, on se revoit, on se refait un live dans 4-5 ans pour reparler du même sujet, mais avec une évolution en Oui, plus. et alors même ça pourrait être même 2 ans, parce que ces temps-ci, deux piges dans le monde de l'IA, c'est une éternité. Moi, et surtout dans le monde de la guerre d'aujourd'hui, parce que là, c'est en train de partir en couille un petit peu partout dans le monde. Je sais pas si tu as suivi un petit peu les conflits qu'il y avait à droite à gauche. Je m'y perds, je t'avoue. Je ne sais pas combien il y a de pays qui veulent se mettre sur la gueule, mais qui peuvent pas parce que tu as encore des instances au-dessus qui leur disent si vous calmez pas, je vous balance une bombe nucléaire dans la gueule. Voilà. Intéressant. Passionnant, oui. Donc ouais, il y a des périodes comme ça, un peu plus mouvementées que d'autres, très clairement. Merci Ouais. beaucoup, Renaud. Tout le monde, c'était Renaud, que vous connaissez de sa chaîne Code. Enfin, non, c'est Code Renaud Tactical, maintenant, ta chaîne. Ouais, ouais, elle a sauté, j'ai dû changer le nom. Ah, encore. Voilà, bref, vous le Une quatrième trouverez, fois. vous saurez forcément où le trouver sur Google. Allez voir son travail si vous ne le connaissez pas, si vous êtes passionné par ces sujets-là, pas l'intelligence artificielle du coup, mais tout ce qui concerne les armes, les conflits armés, la guerre et ce genre de choses. Merci beaucoup Renaud, ça a été un plaisir de t'avoir. Enfin, cassez-vous. Barrez-vous!